À l'hôtel, il avait promis qu'il ne la toucherait jamais, mais il suffit du goût de ses lèvres pour que le millionnaire oublie chaque règle qu'il avait juré de suivre et perde le contrôle qu'il avait toujours eu. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton commentaire. Nous publions chaque jour des vidéos comme celle-ci. Continuons. La pluie fine de juin tombait sur Paris comme un rideau de verre, embuant les vitres de la voiture noire qui montait l'avenue Georges V. Marine Dubois observait les gouttes glisser sur le verre, chacune suivant son propre chemin chaotique, et pensait que sa vie était exactement ainsi. Hors de contrôle, tombant sans direction, sur le point de se briser sur l'asphalte. Elle avait 26 ans et se rendait à son propre mariage. Elle aurait dû être heureuse, impatiente, amoureuse. Mais la seule chose qu'elle ressentait était un vide glacial dans sa poitrine, comme si quelqu'un lui avait arraché le cœur et n'avait laissé que le trou. À ses côtés, sur la banquette en cuir qui sentait l'argent et le pouvoir, son père respirait avec difficulté. Oswald Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 6 derniers mois. Les rides autour de ses yeux s'étaient approfondies, ses cheveux gris étaient plus clairsemés, et ses mains tremblaient légèrement sur le costume qui fut un jour cher, mais qui semblait maintenant juste vieux. L'entreprise familiale était en faillite. 3 générations de travail détruites par une mauvaise gestion, par la crise économique et par une série de décisions désastreuses qui avaient abouti à des dettes impossibles à payer. Les créanciers frappaient à la porte tous les jours. La maison où Marine avait grandi, avec son jardin rempli d'arbres fruitiers et la cour où elle et sa sœur jouaient les chaudes après-midi d'été, serait mise aux enchères dans 2 mois. Tout ce qui restait était la honte, le désespoir et un dernier recours humiliant. Un mariage arrangé. Marine se souvenait encore du jour où son père était entré dans la cuisine où elle préparait le café, s'était assis à la table en formica rayé et avait dit d'une voix étranglée qu'il y avait une solution. Un homme d'affaires, riche, puissant, avait offert son aide. Il paierait toutes les dettes, sauverait le nom de la famille, garantirait leur avenir. En échange, il ne voulait qu'une chose, une épouse. Et il avait choisi Marine. Elle avait ri. Pensait que c'était une blague. Mais quand elle avait vu les larmes dans les yeux de son père, quand elle avait senti le désespoir dans la voix de sa mère suppliant les jours suivants, quand sa sœur cadette, Laura, de seulement 15 ans, avait demandé si elle devrait quitter l'école, Marine avait compris qu'il n'y avait pas de choix, pas vraiment. L'honneur de la famille, le toit au-dessus de leur tête, l'avenir de Laura. Tout dépendait d'elle, qu'elle accepte d'épouser un inconnu. Raphaël Mercier de la Croix était le genre d'homme qui apparaissait sur les couvertures de magazines économiques avec des titres sur des milliards brassés et des entreprises conquises. À 38 ans, il était propriétaire de l'une des plus grandes sociétés immobilières de Paris, avait des investissements dans la technologie, l'agro-industrie et l'énergie. Il venait d'une famille parisienne traditionnelle, de celle avec un nom lourd et un arbre généalogique remontant au baron de l'industrie. Mais contrairement aux héritiers installés, Raphaël avait quelque chose de plus. Une froideur calculatrice, une capacité à transformer tout en chiffres, stratégie, contrat. Marine ne l'avait rencontré que 3 fois avant le mariage. La première fois, lors d'un dîner formel au restaurant Le 5, il était arrivé ponctuellement, vêtu d'un costume gris qui devait coûter plus cher que la voiture de sa famille. Il l'avait salué d'une poignée de main ferme et impersonnelle, comme s'il concluait une affaire quelconque. Pendant tout le repas, il avait parlé des termes de l'accord. Il paierait les dettes immédiatement. Il transférerait une somme généreuse sur le compte de sa famille. En échange, Marine l'épouserait, vivrait chez lui et maintiendrait les apparences sociales nécessaires. Il n'attendait pas d'amour. Il ne voulait pas d'implication émotionnelle. C'était, selon ses mots, une transaction mutuellement bénéfique. Marine avait ravalé sa colère et son humiliation. Elle avait hoché la tête, signé les papiers que son avocat avait apportés dans une mallette en cuir. Quand il s'était levé pour partir, elle avait demandé une seule chose. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi un mariage arrangé alors qu'il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il désirait? Raphaël l'avait regardé avec ses yeux sombres et vides et avait répondu avec une sincérité brutale. Parce que vous ne m'aimerez pas, parce que vous savez que c'est une affaire, parce que je n'ai pas besoin de feindre avec vous. La deuxième fois, c'était lors de la signature du contrat prénuptial, dans un bureau à la Défense avec vue sur la ville. Plus de papier, plus de clauses,
plus de termes froids et distants. La troisième fois, c'était une semaine avant le mariage, quand il l'avait emmené visiter le manoir où il vivrait. Une immense propriété à Neuilly-sur-Seine, avec de hauts portails, des jardins parfaitement entretenus et une maison qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Des chambres énormes et vides, des meubles design, des œuvres d'art au mur, tout impeccable et complètement sans vie. Il lui avait montré sa chambre, séparée de la sienne, avec un verrou à la porte, et il avait dit de cette voix contrôlée qu'elle était libre de décorer comme elle le souhaitait, qu'elle aurait une allocation généreuse, qu'elle pourrait faire ce qu'elle désirait, tant qu'elle maintiendrait les apparences si nécessaires. Marine avait parcouru les couloirs de cette maison et avait senti qu'elle entrait dans une prison dorée, belle, confortable, mais néanmoins une prison. Et maintenant, assise dans la voiture qui la menait à la chapelle, elle essayait de contrôler sa respiration et de retenir ses larmes. La robe de mariée était magnifique, il fallait l'admettre. Dentelle française, brodée à la main, tombé parfait. Raphaël avait insisté pour qu'elle choisisse ce qu'elle voulait, et la styliste qui l'avait engagée avait fait un travail impeccable. Mais Marine se sentait comme une poupée qu'on habille pour un spectacle. La voiture s'arrêta devant la chapelle Saint-Louis, une construction historique dans le Marais, discrète mais élégante. Il y aurait peu d'invités. Sa famille, quelques associés importants, les parents et la sœur de Marine. Raphaël avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas un mariage ostentatoire, juste le nécessaire pour rendre le tout légal et socialement acceptable. Marine descendit de la voiture en serrant trop fort le bouquet de roses blanches. Les pétales commençaient à se froisser entre ses doigts. Son père lui offrit le bras et elle le tint, sentant combien il tremblait. Pauvre père, essayant de garder sa dignité tout en livrant sa fille en paiement d'une dette. La chapelle était petite et belle, avec des bancs en bois vernis, des vitraux colorés qui filtraient la lumière de l'après-midi, et des arrangements de fleurs blanches et vertes partout. Le parfum était trop fort, écœurant. Marine inspira profondément tandis que la musique commençait à jouer. Marche nuptiale, comme si c'était un vrai mariage. Elle commença à marcher dans l'allée et vit Raphaël l'attendre à l'hôtel. Il portait un costume noir impeccable, ses cheveux sombres parfaitement peignés en arrière, sa posture droite et confiante. Beau, il fallait l'admettre. Extrêmement beau, en fait. Mâchoire forte, yeux sombres et intenses, corps athlétiques que le costume accentuait. Mais il y avait quelque chose en lui qui l'effrayait. Une froideur, une distance. Comme s'il était là physiquement mais que son esprit était ailleurs, calculant profits et pertes. Quand Marine arriva à l'hôtel, son père plaça sa main dans celle de Raphaël et murmura un remerciement qui sonna comme une excuse. Raphaël se contenta d'acquiescer, professionnel. Marine sentit ses doigts autour des siens, fermes, chauds, mais complètement dépourvus de tendresse. Le prêtre commença la cérémonie. Marine entendait à peine les mots. Elle se concentrait pour respirer, pour garder sa contenance, pour ne pas s'effondrer là devant tout le monde. Quand vint l'heure des vœux, Raphaël les prononça d'une voix claire et ferme, sans émotion, juste pour accomplir le protocole. Marine répéta les mots et sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, et puis vint le moment qu'elle savait qui la détruirait. Le prêtre sourit et dit que le marié pouvait embrasser la mariée. Marine regarda Raphaël et vit quelque chose changer dans ses yeux, une froideur encore plus profonde. Il s'inclina légèrement vers elle, mais avant que leurs lèvres ne se rencontrent, il murmura assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Je ne te toucherai jamais. » Les mots coupèrent comme de la glace, comme une sentence, comme une porte se refermant violemment. Marine sentit l'humiliation brûler son visage, monter dans son cou, serrer sa gorge. Elle était là, vêtue de mariée, devant des témoins, scellant un accord qui détruirait toute chance qu'elle avait d'être heureuse, et il ne feindrait même pas de l'affection pendant quelques secondes. Quelque chose en elle se brisa. Mais ce n'était pas de la fragilité, c'était de la colère. Avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, avant que la raison ne puisse l'empêcher, Marine fit un pas en avant, saisit le visage de Raphaël à deux mains et le tira vers le bas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, avec force, avec détermination, avec une intensité qui la surprit elle-même. Ce n'était pas un baiser d'amour, c'était un baiser de guerre, un baiser qui disait qu'elle ne serait pas invisible, qu'elle ne serait pas juste un autre élément d'un contrat, qu'il avait pu acheter son nom et sa présence,
mais pas sa dignité. Raphaël resta complètement immobile pendant 2 secondes qui parurent une éternité. Marine sentit ses lèvres, fermes et chaudes, mais closes, résistant. Elle sentit la tension dans chaque muscle de son corps, et puis, pendant une fraction de seconde, quelque chose changea. Ses lèvres bougèrent, juste 1 millimètre. Une réponse involontaire. Une minuscule fissure dans le mur qu'il avait construit. Marine recula et le regarda droit dans les yeux. Elle y vit de la surprise, de la confusion, et quelque chose de plus. Quelque chose qu'il tenta de cacher rapidement, mais qu'elle réussit à capter. Un éclair de désir, d'intérêt. Elle ne savait pas au juste, mais c'était quelque chose d'humain chez cet homme qui prétendait être fait de glace. Le reste de la cérémonie passa dans un flou. Signature, félicitations, photos. Marine sourit aux caméras, salua les invités, agit comme une mariée, devait agir, mais son esprit était ailleurs, dans le baiser, dans sa réaction, dans cette petite victoire. La réception eut lieu dans le salon d'un hôtel 5 étoiles sur l'avenue des Champs-Élysées. Décoration élégante, nourriture chère, champagne français. Les invités conversaient en groupe, échangèrent des cartes de visite, faisèrent du réseautage. Marine circula dans le salon en pilote automatique, remerciant les compliments vides de personnes qu'elle ne connaissait pas et qui ne se souciaient pas d'elle. Raphaël était de l'autre côté du salon, conversant avec un groupe d'hommes d'affaires. Il semblait complètement à l'aise, souriant, poliment, engageant ce genre de conversation superficielle que les gens riches ont lors des fêtes. Marine observa comme il était doué pour cela, comme il parvenait à paraître intéressé sans l'être réellement, comme il maintenait ce masque parfait de civilité. À un certain moment, il la regarda. Leurs yeux se croisèrent pendant 3 secondes. Marine ne détourna pas le regard. Elle soutint son regard avec la même détermination que le baiser. Et elle vit, quand il fut le premier à détourner les yeux, une autre petite victoire. Quand la fête se termina enfin, il était plus de minuit. Marine était épuisée. Ses pieds lui faisaient mal dans ses talons hauts, la robe pesait, sa tête lançait. Elle monta dans la voiture à côté de Raphaël en silence. Il ne dit rien non plus. Il regarda simplement par la fenêtre, tandis que le chauffeur conduisait vers le manoir de Neuilly-sur-Seine. La maison était sombre quand ils arrivèrent, silencieuse. Raphaël alluma les lumières de l'entrée et se tourna vers elle. « Votre chambre est à gauche au premier étage, dit-il, la voix neutre. La femme de chambre a rangé vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un interphone dans chaque pièce. » Marine acquiesça. Ils montèrent à l'escalier ensemble, mais en silence, gardant leur distance. Quand ils arrivèrent dans le couloir du premier étage, Raphaël lui montra une porte et dit que c'était sa chambre. Puis il montra une autre porte au bout du couloir et dit que c'était la sienne. Puis il se tourna pour partir. Mais Marine ne put laisser passer. Pas après cette nuit. Pas après tout. « Raphaël » l'appela-t-elle. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'avait voulu dans le silence de la maison. Il s'arrêta mais ne se retourna pas complètement. Il jeta juste un coup d'œil par-dessus son épaule. « Vous avez peut-être payé pour les apparences, » dit Marine, et elle sentit la colère revenir, donnant de la force à ses mots. « Vous avez peut-être acheté mon nom et ma présence, mais vous n'avez pas acheté mon silence, et vous n'avez pas acheté ma soumission. Je vais vivre dans cette maison parce que je n'ai pas le choix. Je vais maintenir les apparences parce que c'est ce que j'ai promis. Mais n'attendez pas que je sois invisible. N'attendez pas que je disparaisse juste parce que c'est pratique pour vous. » Raphaël se retourna finalement complètement. Il la regarda avec ses yeux sombres et impénétrables. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il l'observa comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Puis, à la surprise de Marine, il fit un pas vers elle, et un autre, jusqu'à être si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de l'eau de Cologne chère qu'il utilisait. « Vous avez du courage, dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Pas exactement de l'admiration, mais quelque chose de proche. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à devoir avoir du courage, répondit Marine, soutenant son regard. Mais nous y sommes. Raphaël continua de la regarder pendant quelques secondes de plus. Marine vit quelque chose passer dans ses yeux, une émotion trop rapide pour être identifiée. Et puis, il fit un pas en arrière,
rétablissant la distance. « Bonne nuit, Marine, dit-il, et sa voix redevint contrôlée, distante. Il se retourna et se dirigea vers sa chambre. Marine resta immobile dans le couloir, le regardant partir, entendant sa porte se fermer avec un léger clic. Elle entra dans sa propre chambre et ferma la porte. L'espace était beau, il fallait l'admettre. Énorme, avec un lit king size, des meubles en bois clair, un dressing plus grand que la chambre où elle avait grandi. Il y avait un balcon avec vue sur le jardin, tout parfaitement décoré, parfaitement impersonnel. Marine enleva difficilement sa robe de mariée, la laissant tomber au sol en un tas de dentelles. Elle prit une longue douche chaude, essayant de laver toute la journée. Elle enfila un simple pyjama et s'allongea sur l'énorme lit. Le silence de la maison était oppressant. Marine pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pensa à sa famille, à la maison qui serait sauvée, à sa sœur qui pourrait continuer ses études. Elle pensa à son père soulagé, à sa mère qui pourrait enfin dormir sans se réveiller avec des cauchemars d'expulsion. Elle pensa au prix qu'elle avait payé pour tout cela. Et puis, elle pensa à Raphaël, à cet homme froid et distant qui avait dit qu'il ne la toucherait jamais, à ce baiser à l'hôtel qu'elle lui avait volé, à cette petite fissure qu'elle avait vue dans son armure. Marine ferma les yeux et se fit une promesse. Elle survivrait à cela. Elle ne serait pas détruite, elle ne serait pas effacée. Si elle devait vivre dans cette maison, dans ce mariage sans amour, alors elle vivrait selon ses propres termes. Elle provoquerait cet homme. Elle défierait ce contrôle. Elle montrerait qu'elle n'était pas juste un autre actif qu'il avait acquis. Marine Dubois ne savait pas encore, mais ce baiser à l'hôtel n'avait été que le début d'une guerre. Une guerre lente, silencieuse, intense. Une guerre où chaque regard serait une bataille, chaque mot, une stratégie, chaque silence, un champ de mine. Et en cette première nuit de mariage, dormant dans des chambres séparées, de part et d'autre d'un couloir qui semblait infranchissable, ni Marine ni Raphaël ne pouvaient imaginer que cette guerre finirait par transformer complètement qui ils étaient, parce que certaines batailles, aussi douloureuses soient-elles, sont nécessaires. Et certaines redditions ne sont pas des défaites, ce sont des libérations. Les premiers jours au manoir furent comme marcher dans un champ de mine. Marine se levait tôt, descendait dans l'immense et immaculée cuisine et ne trouvait que Madame Célia, la femme de chambre qui travaillait pour Raphaël depuis plus de 10 ans. La femme était polie mais distante, traitant Marine avec une courtoisie formelle qui indiquait clairement qu'elle était une étrangère dans cette maison. Raphaël était déjà parti travailler avant même le lever du soleil, ne laissant qu'une faible odeur de café et l'impression qu'il évitait toute possibilité de rencontre fortuite. Marine passait ses journées à explorer la maison, essayant de trouver sa place dans cet espace qui semblait rejeter toute tentative de familiarité. Le salon était rempli de meubles de designer sur lesquels personne ne s'asseyait jamais. La bibliothèque contenait des centaines de livres organisés par couleur sur les étagères, mais quand Marine en prit un, elle réalisa que les pages étaient intactes, parfaitement neuves. C'était juste de la décoration. Toute la maison était comme « belle, chère, complètement vide de vie ». Il y avait de l'art sur les murs, d'énormes tableaux d'artistes contemporains que Marine reconnaissait dans les magazines, des sculptures modernes sur des piédestaux de marbre, tout positionné avec une précision mathématique, tout parfaitement éclairé, tout absolument sans âme. C'était comme vivre dans une galerie d'art après les heures d'ouverture, beau à voir, mais impossible de s'y sentir chez soi. Raphaël rentrait tard tous les soirs. Marine entendait le bruit de la voiture entrant dans le garage, ses pas montant l'escalier, la porte de sa chambre se fermant. Il ne la cherchait jamais, ne frappait jamais à sa porte, ne demandait jamais comment s'était passée sa journée. C'était comme si elle était un fantôme vivant dans la même maison que lui. Mais Marine s'était fait une promesse. Elle ne serait pas invisible. La troisième nuit, quand elle entendit Raphaël arriver, elle sortit de sa chambre et le rencontra dans le couloir. Il s'arrêta en la voyant, clairement surpris. Il portait toujours son costume de travail, la cravate légèrement desserrée, et il y avait une tension dans ses épaules qui parlait d'une longue et fatigante journée. « Nous devons dîner ensemble, dit Marine, sans détour, au moins une fois par semaine. Si nous devons maintenir les apparences, les gens poseront des questions. Ils voudront savoir comment va notre mariage. » Raphaël la regarda un long moment,
ses yeux sombres examinant son visage comme si elle était un problème à résoudre. « Mardi et jeudi, dit-il finalement. 7 heures du soir, nous dînerons dans la salle à manger. Madame Célia préparera quelque chose. » Et puis il la dépassa et entra dans sa chambre, fermant la porte avant que Marine ne puisse répondre. Elle resta immobile dans le couloir, partagée entre la victoire d'avoir arraché une concession de sa part et la frustration de voir à quel point même cela ressemblait à une transaction commerciale. Mardi et jeudi, 7 heures du soir, comme si c'était une réunion d'affaires inscrite à son agenda. Mais c'était un début. Le premier mardi, Marine descendit à 7 heures précises. Elle avait choisi une robe simple mais jolie, bleu marine, et avait laissé ses cheveux sombres flotter sur ses épaules. Elle n'essayait pas de l'impressionner, se dit-elle. Elle maintenait juste sa dignité. Raphaël était déjà assis au bout de la table quand elle entra. Il avait troqué son costume contre des vêtements plus décontractés. Un pantalon de ville et une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Marine remarqua, pour la première fois, ses mains. Fortes, avec de longs doigts, une petite cicatrice sur le pouce droit. Des mains qui travaillaient, qui signaient des contrats, qui construisaient des empires. Des mains qu'il avait promis de ne jamais utiliser pour la toucher. Madame Célia servit le dîner. Risotto au cèpe, salade, vin blanc. Tout parfait, tout élégant, tout silencieux. Marine et Raphaël mangèrent pendant les premières minutes, sans dire un mot. Le seul son était le tintement des couverts contre la porcelaine. Ce fut Marine qui rompit le silence. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle, et sa voix parut trop forte dans la pièce silencieuse. Raphaël la regarda avec une expression qui était presque de la surprise, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question. « Productive, répondit-il finalement. J'ai conclu une affaire importante. Et la vôtre ?» Marine faillit rire. « Ma journée a consisté à parcourir les 40 pièces de cette maison et à essayer de trouver où je m'y intègre exactement. » Quelque chose changea dans l'expression de Raphaël. Ce n'était pas exactement de la culpabilité, mais c'était quelque chose, une conscience peut-être. « Vous pouvez faire ce que vous voulez de la maison, dit-il. Changer la décoration, engager de nouveaux employés, acheter ce dont vous avez besoin. J'ai donné des instructions à mon assistant pour que votre compte ait des fonds illimités. Je ne veux pas ton argent, Raphaël, je veux un but. »« Tu as un but, répondit-il, et sa voix devint plus froide. Tu es ma femme. Cela s'accompagne de certaines responsabilités sociales. Il y aura des dîners, des événements, des œuvres de bienfaisance. Tu devras m'accompagner. » « Alors je suis un accessoire, dit Marine, et ce n'était pas une question. Raphaël posa sa fourchette sur son assiette d'un geste maîtrisé. C'est un accord mutuellement bénéfique. Tu le savais depuis le début. Savoir et ressentir sont des choses différentes. Ils terminèrent le dîner en silence. Mais quand Marine se leva pour partir, Raphaël l'appela. « Marine. » Elle s'arrêta et regarda derrière elle. « Il y a une fête à la fondation familiale vendredi prochain, un événement caritatif. Tu devras venir avec moi. J'enverrai une styliste ici pour choisir une robe. » Puis il se retourna et quitta la pièce, laissant Marine seule avec le sentiment d'avoir perdu une bataille dont elle ignorait même qu'elle la menait. Les jours s'écoulaient dans cette étrange routine. Marine se réveillait, prenait son café seule, passait la journée à essayer de remplir les heures creuses et dînait avec Raphaël 2 fois par semaine dans un silence tendu qui était parfois rompu par des conversations superficielles sur le temps, sur les nouvelles, sur rien qui comptait vraiment. Raphaël l'évitait, comme si elle était une maladie contagieuse. Quand ils se croisaient dans les couloirs, il détournait le regard. Quand ils devaient être dans la même pièce, il maintenait au moins 3 mètres de distance. Quand elle parlait, il répondait, avec le minimum de mots possible, toujours poli, toujours contrôlé, toujours froid. Marine tentait de le provoquer de petites manières. Elle laissait des livres qu'elle lisait sur la table basse du salon. Elle changeait les arrangements floraux que Madame Célia disposait dans la maison. Elle mettait de la musique à un volume audible, de petites marques de sa présence, de petites rébellions contre la stérilité de cette vie. Et puis, 3 semaines après le mariage, Marine trouva le dossier. Elle cherchait un chargeur de téléphone portable dans le bureau de Raphaël. Il lui avait donné une permission vague d'utiliser n'importe quelle pièce de la maison. Et le bureau était le seul endroit où elle n'était pas encore entrée. C'était un espace masculin avec des étagères en bois sombre, un bureau immense,
des fauteuils en cuir. Ça sentait les livres et cette eau de Cologne chère que Raphaël utilisait. Marine ouvrit le tiroir du bureau cherchant le chargeur et c'est alors qu'elle vit la chemise. Une chemise épaisse en cuir marron avec son nom écrit en lettres dorées sur le devant. Marine Albuquerque. Son cœur commença à battre plus vite. Elle savait qu'elle ne devait pas l'ouvrir. Elle savait qu'elle violait son intimité. Mais ses mains prenaient déjà la chemise, l'ouvraient déjà. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit s'asseoir lourdement sur sa chaise. C'était tout sur elle, absolument tout. Il y avait des photos d'elle depuis l'enfance. Marine à 5 ans, souriant la bouche pleine de chocolat. Marine à 12 ans avec un appareil dentaire. Marine à 17 ans, au bal de fin d'études secondaires. Des photos récentes d'elle sortant de l'université, entrant sur le marché, marchant dans la rue. Des centaines de photos dont elle ignorait l'existence. Il y avait des rapports détaillés, son dossier scolaire complet, incluant ses notes, ses professeurs, ses camarades de classe, son dossier médical avec chaque consultation, chaque examen, chaque vaccin qu'elle avait jamais eu, ses habitudes, ses horaires, ses lieux préférés. Le nom de la boulangerie où elle achetait du pain chaque samedi matin, la salle de sport où elle s'était inscrite mais n'allait qu'une fois par mois, le parc où elle aimait lire les dimanches après-midi. Il y avait des rapports sur sa famille, sur les dettes de son père, sur chaque erreur de gestion, sur chaque centime qu'il devait. Sur sa mère qui prenait des médicaments pour l'anxiété. Sur Laura, sa sœur, ses notes à l'école, ses rêves d'étudier la médecine. Il y avait même une analyse psychologique, un rapport de 3 pages écrit par un professionnel qu'elle n'avait jamais rencontré, décrivant sa personnalité, ses schémas de comportement, ses vulnérabilités émotionnelles. Comme si elle était un objet d'étude, comme si elle était un investissement en cours d'évaluation. Et puis Marine vit la dernière page du dossier. Une évaluation de valeur, littéralement un tableau de bord calculant combien elle valait en tant qu'épouse, son apparence physique, son éducation, sa famille, son historique. Tout avec des chiffres, des scores, avec une valeur finale qui déterminait qu'elle était, selon les termes du rapport, un choix approprié pour les objectifs de M. Castel. Marine sentit la nausée lui monter à la gorge. Elle sentit ses mains trembler en tenant ses papiers. Elle sentit des larmes de colère et d'humiliation lui brûler les yeux. Elle n'était pas une épouse, elle était un actif, un investissement, une acquisition soigneusement recherchée et évaluée. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit se lever brusquement. Raphaël entra dans le bureau et s'arrêta en la voyant là tenant le dossier. Pendant une fraction de seconde, Marine vit quelque chose traverser son visage, de la surprise peut-être, ou de la culpabilité. Mais il se reprit rapidement, et sa voix sortit contrôlée quand il parla. « Tu ne devrais pas regarder ça. » Marine rit, mais c'était un son amer, sans humour. « Non? Je ne devrais pas voir ça? Voir comment tu m'as enquêté comme si j'étais une entreprise que tu voulais acheter? Voir comment tu as calculé ma valeur comme si j'étais un bien immobilier? C'était nécessaire, dit Raphaël, et sa voix resta froide. Je ne fais pas d'investissement sans diligence raisonnable. Investissement, répéta Marine, et elle jeta la chemise sur le bureau. Les photos s'éparpillèrent. Je suis un investissement pour toi, c'est exactement ce que tu es, ce que ce mariage est. Nous le savions tous les deux depuis le début. Savoir est différent de voir, cria Marine, et elle ne se soucia pas que sa voix trembla. Savoir est différent d'avoir des photographies de moi prises à mon insu. C'est différent d'avoir ma vie entière disséquée et analysée comme si j'étais un objet. J'avais besoin d'être sûr, dit Raphaël, et pour la première fois sa voix s'éleva légèrement. J'avais besoin de savoir qui j'épousais. Tu aurais pu me demander, et tu aurais menti. Tout le monde ment. Alors c'est une question de confiance? Marine fit un pas vers lui. Tu ne fais confiance à personne, alors tu dois enquêter, contrôler, tout transformer en chiffres et en rapports. Raphaël resta silencieux, mais Marine vit la tension dans sa mâchoire, vit comment ses mains se serraient en poing le long de son corps. « Tu veux savoir la vérité ?» continua Marine, et maintenant les mots sortaient vite, brutaux, chargés de toute la douleur et la frustration qu'elle avait gardée. « Oui, je t'ai épousé par devoir, parce que mon père était désespéré et ma famille était ruinée. Mais je pensais qu'au moins il y aurait du respect. Je pensais qu'au moins je serais traité comme une personne.
Mais ceci, elle désigna les papiers éparpillés, ceci me montre que je ne suis qu'un autre actif dans ton portefeuille. Ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce, Raphaël? Comment est-ce quand tu as des rapports sur chaque aspect de ma vie? Quand tu sais des choses sur moi dont je ne me souviens même pas? Quand tu as littéralement calculé ce que je vaux? Elle vit quand il déglutit, vit quand quelque chose changea dans ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle avait connu Raphaël, Marine vit une émotion réelle traverser ce visage contrôlé. C'était de l'inconfort, ou de la culpabilité, ou peut-être même de la honte. Commença-t-il, puis il s'arrêta. Il essaya de nouveau. Je voulais juste être sûr. Sûr de quoi? Que je n'allais pas te blesser, que je n'allais pas te voler, que j'allais être une épouse adéquate et soumise qui n'allait pas remettre en question tes règles, que tu n'allais pas me laisser vulnérable, dit Raphaël, et sa voix sortit plus basse, plus brute que Marine ne l'avait jamais entendue. Et maintenant, ce fut son tour de rester silencieuse, surprise par cette confession inattendue. Raphaël passa la main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure parfaite, et pour la première fois il parut moins contrôlé et plus humain. Je ne fais pas ça. Je ne laisse pas les gens entrer. Je ne fais pas confiance. Je ne m'implique pas. Le mariage était censé n'être qu'un accord, propre, simple, sans complications. Mais j'ai tout compliqué, dit Marine, et ce n'était pas une question. Tu as tout compliqué depuis l'hôtel. Ils se regardèrent longuement. Marine vit quelque chose dans les yeux de Raphaël qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une fragilité, une fissure dans le mur qu'il avait construit si soigneusement. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» dit Marine, et sa voix était plus douce maintenant, mais toujours chargée d'émotion. « Ce n'est même pas le dossier. C'est le fait que tu penses en avoir besoin, que tu ne peux pas simplement me parler, me connaître, me faire confiance pour que je ne te détruise pas. Tu as tellement peur d'être vulnérable que tu as transformé un mariage en une transaction commerciale. Et maintenant, nous sommes tous les deux piégés dans une maison immense et froide où nous faisons semblant que l'autre n'existe pas. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu as raison sur une chose. Je ne t'aime pas. Je ne sais pas si je t'aimerai un jour. Mais je ne vais pas non plus passer le reste de ma vie à être invisible. Je ne serai pas juste un numéro dans une feuille de calcul. Si tu veux que ce mariage fonctionne ne serait-ce que minimalement, tu vas devoir me voir comme une personne, pas comme un investissement. » Marine quitta le bureau et monta à sa chambre. Elle ferma la porte et laissa finalement les larmes couler. Elle pleura l'humiliation d'être réduite à une évaluation de valeur. Elle pleura la solitude de cette immense maison. Elle pleura la vie qu'elle avait perdue et la vie dans laquelle elle était maintenant piégée. Mais au milieu des larmes, il y avait aussi autre chose, une étrange satisfaction. Parce que pour la première fois depuis qu'elle avait connu Raphaël Mendes-Castel, elle avait vu une vraie fissure dans son armure. Elle avait vu l'homme derrière le masque de contrôle. Et cet homme, réalisa-t-elle, avait aussi peur qu'elle, sauf que sa peur se manifestait par de la froideur, tandis que la sienne se manifestait par de la lutte. Marine s'allongea sur le lit et regarda le plafond. Elle pensa au dossier, aux photos, aux rapports. Elle pensa à la façon dont Raphaël avait consacré du temps et des ressources pour connaître chaque détail d'elle, mais n'avait pas le courage de simplement demander. Et puis elle pensa à une chose que le rapport psychologique avait dit à son sujet, qu'elle avait tendance à se battre quand elle était acculée, qu'elle n'acceptait pas facilement la défaite, qu'elle était, selon les mots de l'analyste, dangereusement résiliente. Marine sourit dans l'obscurité. Dangereusement résiliente. Oui, elle l'était. Et Raphaël Mendes-Castel était sur le point de découvrir à quel point une femme résiliente pouvait être dangereuse lorsqu'elle décidait qu'elle ne serait pas effacée. En bas, dans le bureau, Raphaël était assis sur sa chaise, regardant les papiers éparpillés sur la table. Des photos de Marine au fil des ans, des rapports sur sa vie. Et il se demanda pour la première fois depuis qu'il avait initié ce plan s'il n'avait pas commis une erreur. Non pas l'erreur de l'épouser, mais l'erreur de penser qu'il pouvait contrôler l'incontrôlable. L'erreur de croire qu'il pouvait transformer un être humain en un élément de contrat. L'erreur de sous-estimer la femme qu'il avait embrassée à l'hôtel avec une force qui brûlait encore sur ses lèvres 3 semaines plus tard. Après la confrontation dans le bureau, quelque chose changea dans la dynamique de la maison.
Ce n'était pas un changement dramatique, mais c'était perceptible. Raphaël maintenait toujours ses distances, évitait toujours le contact physique, se cachait toujours derrière ses défenses. Mais maintenant, il y avait des pauses, des moments où il semblait vouloir dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. Des regards qui duraient une demi-seconde de plus qu'avant. Une nouvelle conscience de sa présence. Marine aussi changea. La colère initiale céda la place à une curiosité différente. Elle avait vu sa vulnérabilité à ce moment-là dans le bureau. Elle avait entendu les mots qu'il avait prononcés sur le fait de ne pas laisser les gens entrer, de ne pas faire confiance. Et cela l'intriguait. Qu'était-il arrivé à Raphaël Mendes-Castel pour le transformer en cet homme de glace? Quelle blessure portait-il sous cette armure impeccable? Elle commença à l'observer plus attentivement. Lors des dîners du mardi et du jeudi, elle prêtait attention aux petits détails. Comment il mangeait toujours lentement, mâchant chaque bouchée avec attention, comme s'il analysait les saveurs. Comment ses doigts tambourinaient légèrement sur la table quand il pensait à quelque chose qui le dérangeait. Comment il regardait toujours par la fenêtre, quand le silence s'éternisait, comme s'il voulait être n'importe où sauf là. Un samedi après-midi, Marine décida d'explorer la partie de la maison qu'elle n'avait pas encore visitée. Il y avait une aile entière au 3e étage qu'elle avait ignorée jusqu'alors. Elle monta l'escalier en marbre et trouva un couloir plus étroit, moins décoré que le reste de la maison. Les murs ici étaient plus simples, avec moins d'art, moins d'ostentation. Il y avait 5 portes. Marine ouvrit la première et trouva une chambre d'amis parfaitement rangée, mais clairement jamais utilisée. La 2e porte menait à un petit bureau avec vue sur le jardin arrière. La 3e était une pièce vide, complètement vide, sans meubles, sans rien d'autre que du parquet et des murs blancs. La 4e porte était verrouillée. Marine essaya la poignée plusieurs fois, mais elle ne céda pas. Il y avait quelque chose de différent à propos de cette porte. Elle était en bois plus épais, plus ancienne que les autres. Et il y avait une petite tache de peinture bleue sur le chambranle, presque imperceptible, comme si quelqu'un y avait appuyé des doigts sales il y a longtemps. La 5e porte s'ouvrit facilement, et Marine entra dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une capsule temporelle. C'était un atelier d'art, mais pas un atelier propre et organisé comme le reste de la maison. C'était un espace vivant, où qu'il avait été autrefois. Il y avait un chevalet au centre de la pièce avec une toile à moitié finie. Il y avait des dizaines d'autres toiles empilées contre les murs. Il y avait une longue table couverte de tubes de peinture, certains ouverts, certains vides, tous couverts de poussière. Des pinceaux de toute taille dans des pots en verre, des palettes avec des couleurs séchées, des chiffons tachés de couleurs qui avaient été vibrantes un jour. Les fenêtres étaient fermées depuis si longtemps que la lumière qui entrait était filtrée par des couches de poussière. L'odeur était celle de la vieille peinture, de la toile, du temps arrêté. Marine marcha lentement dans l'espace, touchant les choses avec révérence, comme si elle était dans un lieu sacré. Les toiles empilées étaient impressionnantes. Il y avait des paysages avec des coups de pinceau larges et émotionnels. Il y avait des abstraits aux couleurs violentes. Il y avait des portraits inachevés avec des visages qui semblaient vouloir sauter de la toile. Tout avait une intensité brute, une émotion sauvage que Marine n'aurait jamais associée à Raphaël. Mais c'était le sien. Ça devait l'être. Elle reconnaissait certains des lieux peints. Le jardin du manoir lui-même dans une version plus vibrante et vivante. La vue d'une fenêtre dont elle était sûre qu'elle était celle de son bureau. Et sur l'une des toiles plus petites, cachée parmi d'autres plus grandes, il y avait une signature. R. Castel. Marine s'assit sur le sol poussiéreux, tenant cette petite toile. C'était un coucher de soleil sur la ville, avec des tons d'orange et de violet si intenses qu'ils brûlaient presque les yeux. Il y avait une beauté douloureuse dans cette peinture, une solitude, un désir ardent pour quelque chose, qui n'avait pas de nom. Elle n'entendit pas quand la porte s'ouvrit. Elle ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce que Raphaël parle, et sa voix la fit sursauter. « Tu ne devrais pas être ici. » Marine se retourna et le vit debout à l'entrée. Il portait toujours des vêtements décontractés du week-end, un jean et une chemise bleu clair avec les manches retroussées. Mais il y avait de la tension dans chaque ligne de son corps. Ses mains étaient serrées en poing, sa mâchoire était contractée. « Je ne savais pas que c'était interdit, » dit Marine, se levant du sol, mais tenant toujours la petite toile. « Tu as dit que je pouvais explorer la maison, sauf ici.
Cet endroit est, il s'arrêta, cherchant le mot « privé ». Marine regarda autour de l'atelier, puis le regarda à nouveau. Tu peignais. Ce n'était pas une question, mais Raphaël répondit quand même. Je peignais. Il y a longtemps. Pourquoi as-tu arrêté? Raphaël resta silencieux si longtemps que Marine pensa qu'il ne répondrait pas. Mais alors il fit un pas à l'intérieur de l'atelier, ses yeux parcourant l'espace avec une expression presque douloureuse. Parce qu'il n'y avait plus de raison de continuer. Marine regarda les toiles, toute cette émotion capturée en couleur et en forme. Ces œuvres sont incroyables. Elles ont de la vie. Elles ont du sentiment. Elles en avaient, corrigea Raphaël. Passé. C'était il y a de nombreuses années. Que s'est-il passé? Raphaël ne répondit pas. Il se contenta de marcher jusqu'à la fenêtre et de regarder dehors, le dos tourné vers elle. Marine vit la tension dans ses épaules, vit comment ses mains s'ouvraient et se fermaient le long de son corps, comme si elle voulait retenir quelque chose qui n'était plus là. « Tu peins » demanda-t-il soudainement sans la regarder. La question la prit par surprise. « Je » commença Marine. « Oui. Ou plutôt, j'avais l'habitude. À l'université, arts plastiques. Mais après que les choses soient devenues difficiles à la maison, j'ai dû travailler, aider. Il ne me restait plus de temps. Qu'est-ce que tu aimais peindre? Les gens, répondit Marine, les visages, les émotions. J'ai toujours trouvé fascinant comment on peut capturer un sentiment dans une expression, tu sais, un regard, une courbe des lèvres, une ride entre les sourcils. Tout raconte une histoire. Raphaël se tourna finalement pour la regarder. Et pour la première fois, Marine vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur, c'était de l'intérêt, un intérêt réel et sincère. « Tu peux utiliser cet espace, dit-il. Si tu veux. Je ferai le nettoyer, apporter de nouveaux matériaux, réparer ce qui est cassé. » Marine cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Raphaël haussa les épaules, mais il y avait quelque chose de tendu dans le geste, parce que tu as besoin d'un but, tu l'as dit. Et parce que, il hésita, parce que ce serait du gâchis de laisser cet endroit vide. Ils se regardèrent longuement. Marine sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était quelque chose de plus subtil, une reconnaissance, une connexion à travers l'art, à travers la création, à travers quelque chose qu'ils avaient tous deux perdu et qu'ils pourraient peut-être retrouver. « Merci, dit Marine, et cette fois le mot sortit sincère, sans sarcasme ni colère. Raphaël hocha la tête et se tourna pour partir, mais Marine l'appela. « Raphaël. » Il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. « Tu devrais aussi te remettre à peindre. » Elle vit quelque chose traverser son visage, une émotion trop rapide pour être identifiée. Et puis il sortit, sans répondre. Les jours suivants, la transformation de l'atelier fut rapide. Une équipe de nettoyage arriva et passa 2 jours entiers à restaurer l'espace. Les fenêtres furent nettoyées et la lumière entra de nouveau abondamment. Les vieux matériaux furent organisés. De nouveaux matériaux arrivèrent en caisses et encore des caisses, des toiles vierges de toute taille, des peintures à l'huile, acryliques, aquarelles, des pinceaux à poils naturels de toutes les épaisseurs, des palettes en bois, des solvants, des vernis, de nouveaux chevalets, une grande table propre pour travailler. Raphaël avait pensé à tout, même un petit réfrigérateur avec de l'eau, des jus et des fruits, un canapé confortable près de la fenêtre pour se reposer, un système de son intégré dans les murs. Marine passa la majeure partie de ses journées dans l'atelier. Elle commença par de simples croquis, juste pour retrouver la sensation du fusain sur le papier, le mouvement de la main créant des formes. Puis elle passa à l'aquarelle, des couleurs douces se mêlant sur le papier, et finalement à l'huile. Les couleurs denses et riches, l'odeur familière, la sensation de créer quelque chose à partir de rien. Elle peignait des visages, toujours des visages, des femmes, aux regards défiants, des enfants au sourire timide, des hommes aux rides qui racontèrent des histoires de vie. Chaque coup de pinceau était une libération. Chaque couleur était une émotion qu'elle avait gardée. La colère rouge, la tristesse bleue, l'espoir jaune, la peur grise. Et tandis qu'elle peignait, Marine commença à se sentir moins perdue. L'atelier devint son refuge, son espace, sa place dans l'immense maison qui l'étouffait auparavant. Un après-midi, elle était si absorbée par une toile
qu'elle n'entendit pas quelqu'un entrer. Elle ne réalisa sa présence que lorsqu'une voix parla derrière elle. « Tu as un vrai talent. » Marine se retourna brusquement et vit Raphaël debout à quelques mètres, les mains dans les poches, les yeux fixés sur la toile qu'elle était en train de peindre. C'était le visage d'une femme âgée, avec des rides profondes autour des yeux et un sourire petit mais sincère. Marine avait basé l'image sur un lointain souvenir de sa grand-mère. « Merci », dit-elle, et elle réalisa que c'était la première fois qu'il venait à l'atelier depuis qu'il avait été rénové. Raphaël traversa lentement la pièce, observant les toiles qu'elle avait créées au cours des 2 dernières semaines. Il s'arrêta devant une en particulier, un portrait d'enfant aux yeux immenses et à l'expression sérieuse. « Tu captures vraiment l'essence des gens, dit-il, et il y avait une admiration sincère dans sa voix. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est de l'émotion. » Marine posa son pinceau et s'essuya les mains sur un chiffon. « Tu avais l'habitude de faire ça aussi. Tes vieilles toiles ont tellement d'émotion qu'elles font presque mal à regarder. » Raphaël resta silencieux, mais ne s'éloigna pas. Il continua de regarder ses peintures. « Pourquoi as-tu arrêté ?» demanda Marine de nouveau, plus doucement cette fois. Raphaël soupira, et c'était un son fatigué, chargé de poids. « Parce que ça a commencé à faire plus mal qu'à aider. » Marine attendit, lui laissant l'espace de continuer s'il le souhaitait, et à sa surprise, il continua. « Je peignais pour gérer des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute, des sentiments que je ne savais pas comment gérer, mais il est arrivé un point où regarder ce que je créais ne faisait que me rappeler ce que j'avais perdu. »« Qu'as-tu perdu ?» Raphaël la regarda enfin. « Mon frère, Gabriel. Il est mort il y a 7 ans. » Marine sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé. Il était plus jeune que moi. 27 ans quand il est mort. Un accident de voiture. Il rentrait d'une fête, roulait trop vite, a perdu le contrôle. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste que Marine avait déjà appris qu'il faisait quand il était perturbé. « Nous nous étions disputés ce soir-là. À propos de quelque chose de stupide, je ne me souviens même plus de quoi. Il est parti furieux et je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas essayé d'apaiser les choses. Et puis j'ai reçu l'appel de l'hôpital. »« Ce n'était pas ta faute, » dit Marine doucement. « Non ?» Raphaël eut un sourire amer. « J'aurais pu l'empêcher. J'aurais pu le suivre. J'aurais pu dire les bonnes choses au lieu des mauvaises. Mais j'étais occupé à être fier, à être froid, à être exactement ce que je suis. Raphaël, ça ne... » « Il m'a dit un jour que j'avais peur de ressentir, » l'interrompit Raphaël. « Il a dit que j'avais transformé ma vie en une série de transactions parce que c'était plus facile que de risquer d'être vulnérable. » Et il avait raison, toujours eu raison. Marine fit un pas vers lui, mais ne le toucha pas. Elle garda la distance dont il avait tant besoin. « Et après sa mort, tu as arrêté de peindre parce que l'art te faisait ressentir. » « Exactement. » Raphaël regarda ses propres mains. « Alors j'ai tout enterré. La douleur, la culpabilité, l'art, les sentiments. J'ai construit un monde où tout était contrôlable, prévisible, sûr, où rien ne pouvait me blesser parce que je ne laissais rien m'atteindre. Mais ce n'est pas vivre, dit Marine, c'est juste exister. » « Je sais. » Il la regarda dans les yeux. « Et puis tu es apparu et tu as tout compliqué. » Marine sourit légèrement. « J'ai tendance à faire ça. »« Tu me rappelles lui, » Raphaël admit. « Pas physiquement. Mais la façon dont tu défies, dont tu refuses d'accepter le statu quo, dont tu te bats. Gabriel était comme ça. Il ne laissait jamais rien passer. Il me forçait toujours à sortir de ma zone de confort. C'est peut-être ce dont tu as besoin. Peut-être, Raphaël acquiesça. Ou peut-être est-ce exactement ce que je crains. Ils restèrent silencieux un long moment. Marine sentit quelque chose bouger entre eux, quelque chose de délicat et d'important. C'était de la confiance, lente, prudente, fragile mais réelle. « Tu veux essayer ?» dit Marine soudainement, montrant du doigt les matériaux d'art. « Essayer quoi ?»« Peindre, juste quelques minutes, sans pression, sans signification profonde, juste des couleurs sur le papier. » Raphaël hésita. Marine vit la bataille interne se dérouler sur son visage, la partie de lui qui voulait reculer, se protéger, garder le contrôle, et la partie qui aspirait à quelque chose de plus, quelque chose de réel. Finalement, il s'approcha de la table et prit un pinceau. Marine prit une petite toile et la plaça sur le chevalet à côté du sien.
Elle lui tendit une palette avec quelques couleurs de base. « Sans règle, dit-elle. Peins juste ce qui te vient. » Raphaël regarda la toile blanche un long moment. Puis il plongea le pinceau dans le bleu et fit le premier coup de pinceau, hésitant, incertain. Mais c'était un début. Marine retourna à sa propre toile, mais garda Raphaël du coin de l'œil. Elle le vit ajouter plus de couleurs, puis une autre, puis commencer à créer des formes. Les mouvements devinrent plus fluides, plus confiants. Comme si le corps se souvenait de quelque chose que l'esprit avait essayé d'oublier. Ils peignirent côte à côte en silence. Ce n'était pas inconfortable, c'était partagé. Le son des pinceaux sur la toile, la respiration synchronisée, la lumière de l'après-midi entrant par les fenêtres propres et illuminant les couleurs. À un moment donné, Marine eut besoin de plus de peinture carmin et se pencha pour atteindre le tube sur la table près de Raphaël. Leurs épaules se touchèrent brièvement. Ce fut un petit contact, accidentel, qui dura moins d'une seconde. Mais tous deux le sentirent. Raphaël resta complètement immobile, Marine aussi. Comme si ce petit contact avait été un choc électrique qui les avait paralysés. Et puis Raphaël s'éloigna légèrement, rétablissant l'espace sûr entre eux. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle conscience, une électricité dans l'air qui n'était pas là auparavant. Ils continuèrent de peindre, mais il y avait maintenant une tension différente, non pas inconfortable, mais présente, vivante. Quand le soleil commença à se coucher, Raphaël posa finalement son pinceau et regarda ce qu'il avait créé. C'était abstrait, sans forme définie, juste des couleurs se mélangeant et se heurtant, bleu profond, rouge intense, jaune, vibrant. C'était chaotique et c'était magnifique. Marine regarda sa création et sourit. « Tu ressens, tout est là. » Raphaël la regarda. Et cette fois, il ne détourna pas le regard rapidement. Il soutint son regard pendant 3 secondes. 5, 7. Et Marine vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Incertitude, peur, mais aussi quelque chose qui pourrait être de l'espoir. « Merci », dit-il finalement, et le mot portait un tel poids que Marine le sentit dans sa poitrine. « Pourquoi ?»« De m'avoir rappelé que j'étais autrefois humain. » Et puis il quitta l'atelier, laissant sa création derrière lui, laissant Marine avec le cœur battant plus vite et la certitude que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce soir-là, pendant le dîner du jeudi, le silence fut différent. Il n'était plus lourd et inconfortable. Il était pensif. Raphaël la regardait plus souvent. De petits regards qui duraient une demi-seconde de plus. Et quand leurs doigts se touchèrent accidentellement en atteignant la salière en même temps, aucun des deux ne recula immédiatement. Ce fut un contact de moins de 2 secondes, mais Marine sentit sa chaleur, la texture de sa peau, la façon dont il hésita avant de retirer sa main, et elle sut que les murs commençaient à se fissurer, lentement, douloureusement, mais inévitablement. La guerre entre eux n'était pas terminée, mais il y avait maintenant une trêve, un espace neutre où les peintures et les toiles étaient la langue que tous deux pouvaient parler, où la vulnérabilité pouvait exister sans mots, où les contacts accidentels pouvaient signifier plus que 1000 discours, et dans le silence de cette immense maison, entre coups de pinceau et couleurs, entre regards et silences chargés, quelque chose d'impossible commença à grandir. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais c'était la possibilité de l'amour. Et parfois, la possibilité est encore plus puissante que la certitude. Les semaines suivantes apportèrent une transformation subtile mais profonde dans la dynamique de la maison. Raphaël commença à apparaître plus fréquemment à l'atelier. D'abord juste pour observer Marine peindre, restant près de la porte, gardant une distance de sécurité. Puis il commença à peindre aussi, prenant son propre chevalet, ses propres toiles, laissant les couleurs revenir dans sa vie par des coups de pinceau de plus en plus confiants. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant ces sessions, mais il y avait une communication. Quand Marine mélangeait un ton parfait de vert émeraude, Raphaël la regardait et acquiesçait en signe d'approbation. Quand il créait une composition particulièrement intense, Marine souriait et murmurait que c'était magnifique. De petites affirmations, de petites reconnaissances, de petits ponts en construction, et les contacts accidentels augmentèrent, une main frôlant l'autre en cherchant le même tube de peinture,
une épaule se heurtant en se déplaçant dans l'espace. Raphaël, essuyant une tache de peinture bleue du visage de Marine avec son pouce, le contact durant une demi-seconde de plus que nécessaire, laissant une traînée de chaleur sur sa peau. Chaque touche était comme de l'électricité, brève, intense, impossible à ignorer. La maison commença à changer aussi. Marine apporta des fleurs fraîches et les plaça dans des vases dans le salon. Des lits blancs, des roses roses, des tournesols jaunes. La vie commença à colorer ces espaces auparavant stériles. Elle déplaça quelques meubles, créant des arrangements plus accueillants, moins formels. Elle plaça des plaids doux sur les canapés, des coussins colorés, des bougies parfumées. Et à la surprise de Marine, Raphaël ne se plaignit pas. En fait, un après-midi, elle le trouva debout dans le salon, regardant l'un des arrangements floraux qu'elle avait faits, et il y avait quelque chose de doux dans son expression. Quand il réalisa qu'elle l'observait, il dit simplement que la maison était plus belle, plus vivante, plus comme un foyer. Les dîners du mardi et du jeudi cessèrent d'être des obligations tendues. Ils commencèrent à parler vraiment. De livres qu'il lisait, de nouvelles, de la ville. Raphaël parla d'un nouveau projet qu'il développait, une série de bâtiments durables à la Défense. Marine parla d'un cours d'histoire de l'art en ligne qu'elle avait commencé à suivre. Et un soir, pour la première fois, ils rirent ensemble. C'était quelque chose de stupide. Marine racontait comment Célia avait essayé de lui apprendre à faire des brigadeiros et elle avait brûlé 3 casseroles. La façon dont elle décrivit l'expression horrifiée de la femme de ménage, imitant sa voix disant qu'il était impossible de brûler des brigadeiros, fit éclater Raphaël d'un rire réel, authentique. Le son les prit tous deux par surprise. Marine s'arrêta au milieu de sa phrase et le regarda simplement. Raphaël, riant, était une transformation complète. Ses yeux brillaient. Les lignes dures de son visage s'adoucissaient. Il paraissait des années plus jeune, plus vivant, plus humain. Et à ce moment, Marine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était de l'intérêt. Le désir de connaître davantage cet homme qui se révélait peu à peu, comme des couches se décollant d'une vieille peinture. « Tu devrais rire plus, dit-elle doucement. Ça te va bien. » Raphaël cessa de rire, mais le sourire persista. « Je n'ai pas beaucoup de raisons de rire, alors créons-en. » Et ils commencèrent à créer. Marine convainquit Raphaël de lui apprendre à faire des pâtes fraîches. Ils passèrent un dimanche après-midi dans l'immense cuisine qui n'avait jamais été utilisée sauf par Célia. Raphaël lui montra comment pétrir la pâte, comment l'étaler finement, comment couper les tagliatelles. Leurs mains furent couvertes de farine. Le plan de travail devint un désastre. Et quand Marine essaya de jeter la pâte en l'air comme elle l'avait vu dans les films et se retrouva avec la moitié collée dans ses cheveux, Raphaël rit de nouveau. Il l'aida à retirer la pâte de ses cheveux, ses doigts travaillant avec soin entre les mèches sombres. Marine resta complètement immobile, consciente de chaque point où il la touchait, de chaque frôlement de doigts contre son cuir chevelu, de chaque souffle de lui trop près. Quand Raphaël eut finalement terminé et s'éloigna, il y avait une tension dans l'air, une conscience, un presque. Mais il n'était pas encore prêt. Il reculait encore quand la proximité devenait trop intense. Il maintenait toujours cette distance de sécurité, même si elle diminuait chaque jour. Marine attendit, parce qu'elle comprenait maintenant. Raphaël n'était pas froid par nature, il était effrayé. Il protégeait d'anciennes blessures, et forcer les choses ne ferait que le faire reculer davantage. Alors elle laissa les moments se dérouler naturellement, les conversations s'allongeant, les silences devenant plus confortables, les contacts, accidentels devenant plus fréquents, la maison prenant plus de vie chaque jour, les tableaux qu'il peignait étant accrochés au mur, la musique jouant doucement dans les haut-parleurs, des rires résonnant dans les couloirs qui n'avaient auparavant connu que le silence. Et puis vint le bal. La Fondation Castello organisait un événement caritatif annuel, un gala somptueux à l'hôtel Carlton de Cannes. C'était une tradition familiale. Des dizaines d'hommes d'affaires, de politiciens, d'artistes, toute l'élite française y participait. Raphaël avait mentionné l'événement à quelques reprises, toujours avec un ton d'obligation dans la voix. Une styliste vint au manoir avec une collection de robes pour Marine. Elle en essaya plusieurs, mais quand elle en enfila une en particulier, elle sut que c'était celle-là. Elle était d'un rouge profond,
presque bordeaux, avec un décolleté élégant mais pas vulgaire, une coupe parfaite qui accentuait sa silhouette sans être trop voyante. Simple mais percutante. Quand elle descendit l'escalier le soir de l'événement, Raphaël l'attendait dans le hall d'entrée. Il portait un smoking noir, les cheveux parfaitement coiffés, l'image de l'élégance. Mais quand il leva les yeux et la vit descendre, Marine remarqua qu'il cessa de respirer. Ses yeux parcoururent son corps lentement, longuement, comme s'il mémorisait chaque détail. Quand ils arrivèrent enfin à son visage, il y avait quelque chose de sombre dans ce regard, quelque chose d'intense qui fit se contracter l'estomac de Marine. « Tu es magnifique, dit-il, et sa voix était plus rauque que d'habitude. « Toi aussi, répondit Marine, et c'était vrai. Raphaël avait toujours été beau, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de plus, une présence, un magnétisme. Le vol pour Cannes se fit en jet privé. Marine n'avait jamais volé en avion privé auparavant. C'était luxueux, silencieux, intime. Elle et Raphaël s'assirent dans des fauteuils en cuir, blancs avec des coupes de champagne, et parlèrent de l'événement. Il lui expliqua qui seraient les personnes importantes présentes, à quoi elle devait s'attendre, comment se déroulerait la soirée. Mais il y avait une nouvelle tension. Marine la sentait dans l'air, dans la façon dont ses yeux revenaient vers elle à plusieurs reprises, dans la façon dont il semblait hyper conscient de chacun de ses mouvements. L'hôtel Carlton était éblouissant. Décoration dorée et blanche, des fleurs partout, des lumières douces, un orchestre jouant de la musique classique. Des centaines d'invités en tenue de soirée, parlant, riant, buvant du champagne coûteux. Quand Marine et Raphaël entrèrent dans la salle, plusieurs têtes se tournèrent. Marine sentit les regards, les évaluations, les murmures discrets. La nouvelle épouse de Raphaël Mendes Castello, la femme qui avait capturé le célibataire le plus convoité de Paris. Mais cette fois, Raphaël ne la traita pas comme un accessoire, il la présenta avec fierté. Non pas comme une épouse contractuelle, mais comme la femme présente. Sa main était ferme dans le bas de son dos, un contact possessif, mais protecteur. Il l'incluait dans les conversations, lui demandait son avis, souriait quand elle parlait. C'était différent de toutes les autres interactions publiques qu'ils avaient eues. C'était comme s'il avait finalement décidé qu'elle n'était pas seulement une partie d'un accord. C'était sa femme. Vraiment. Marine rencontra des dizaines de personnes, des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens. Elle souriait, conversait, impressionnée par son intelligence et son charme naturel, et elle sentait le regard de Raphaël sur elle tout le temps. Fière, intéressée, quelque chose de plus. Quand l'orchestre commença à jouer des valses et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse, Raphaël se tourna vers elle et lui tendit la main. « Tu danses avec moi ?» Ce n'était pas vraiment une question. Marine posa sa main dans la sienne et le laissa la guider vers le centre de la salle. C'était la première fois qu'ils dansaient ensemble, la première fois qu'ils se touchaient ainsi, délibérément, en public. Raphaël la tira près de lui, une main tenant la sienne, l'autre ferme sur sa taille. Marine posa sa main libre sur son épaule, et puis ils commencèrent à bouger. Raphaël était un excellent danseur. Des mouvements fluides, confiants, la guidant sur la piste avec aisance. Marine se laissa aller, leurs corps se mouvant en parfaite synchronisation. Et il était impossible d'ignorer l'intimité de cela, la proximité, la chaleur, la façon dont il la tenait avec fermeté mais aussi avec soin. Leurs yeux se rencontrèrent et se maintinrent. Il n'y avait plus d'espace pour détourner le regard. Il n'y avait plus de distance à maintenir. Ils étaient là, corps pressés, respiration se mêlant, se regardant dans les yeux comme si personne d'autre n'existait dans la salle. Marine vit le désir dans les yeux de Raphaël, brut, intense, impossible à cacher. Elle vit comment il regardait ses lèvres, comment sa mâchoire se serrait de tension, comment ses doigts sur sa taille se raffermissaient, comme s'il voulait la tirer encore plus près. Et elle savait qu'il voyait la même chose en elle, à quel point elle le désirait, à quel point ces mois de proximité croissante avaient allumé quelque chose qui ne pouvait plus être nié. La musique changea pour quelque chose de plus lent, de plus sensuel. Raphaël la tira encore plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Marine sentit son corps contre le sien, dur, chaud, tendu. Elle sentit son souffle contre son cou. Elle sentit ses lèvres frôler légèrement son oreille. « Marine », murmura-t-il, et
Il y avait une urgence dans ce seul mot. « Oui » murmura-t-elle en retour. « Je ne sais pas si je peux. » Il marqua une pause, la voix rauque et basse, garder mes distances beaucoup plus longtemps. Le cœur de Marine s'accéléra. « Alors ne les garde pas. » Elle sentit son corps se raidir. Elle sentit la bataille interne se dérouler. Et puis Raphaël s'éloigna légèrement, la regardant droit dans les yeux. « Tu es sûr? Parce que si nous franchissons cette ligne, je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière. »« Je ne veux pas. »« Revenir en arrière, » dit Marine. Et la certitude dans sa voix était absolue. Quelque chose changea dans le regard de Raphaël. Le dernier mur tomba. La dernière défense se désintégra. Il lui tint la main fermement. « Allons-y. » Ils prirent congé rapidement, inventant une excuse selon laquelle Marine ne se sentait pas bien. Raphaël la guida hors de la salle, une main ferme dans son dos, à pas rapide. La voiture les attendait déjà. Le vol de retour fut tendu, silencieux, chargé d'anticipation. Quand ils arrivèrent au manoir, Raphaël ouvrit la porte et Marine entra la première. Elle entendit la porte se refermer. Elle entendit le bruit du verrou, et puis elle entendit ses pas s'approcher par derrière. Marine se retourna lentement. Raphaël était à quelques pas, les yeux sombres fixés sur elle, l'intensité de ce regard presque physique. « Si tu ne veux pas ça, dit-il, la voix tendue, dis-le-moi maintenant. »« Je veux, » répondit Marine sans hésiter. Raphaël réduisit la distance entre eux en 2 pas. Ses mains se posèrent sur son visage, la tenant avec une fermeté qui frôlait le désespoir, et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce ne fut pas tendre. Ce furent des mois de tension explosant d'un seul coup. Ce fut un désir refoulé, enfin libéré. Ce fut la faim, le besoin, l'urgence. Marine répondit avec la même intensité, ses mains allant dans ses cheveux, le tirant plus près, ouvrant sa bouche pour lui. Le baiser s'approfondit, devint plus désespéré. Les mains de Raphaël descendirent sur sa taille, la tirant contre lui, éliminant tout espace. Ils se déplacèrent dans le hall sans se séparer les lèvres, trébuchant, désespérés. Raphaël la poussa doucement contre le mur, son corps pressé contre le sien, ses mains explorant, mémorisant chaque courbe. Marine tira sur sa veste, puis commença à déboutonner sa chemise, ayant besoin de sentir sa peau, sa chaleur. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Pendant un instant, il y eut de la désorientation, puis la reconnaissance, et puis quelque chose qui fit battre le cœur de Marina plus vite, de la tendresse, une tendresse pure, simple, dévastatrice. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour » répondit Marina en souriant. Raphaël la tira plus près de lui et embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres. Doux, lent, sans hâte, comme s'ils avaient tout le temps du monde. « J'ai rêvé de toi, dit-il contre ses lèvres. « Tu as rêvé ?»« J'ai rêvé que tu partais, que je me réveillais et que tu avais disparu, que tout cela n'avait été qu'une illusion. » Marina prit son visage entre ses mains. « Je suis là, réel. Je ne disparaîtrai pas. » Raphaël ferma les yeux et inspira profondément comme s'il absorbait cette promesse. Puis il ouvrit les yeux et sourit. Un sourire petit mais sincère qui transforma complètement son visage. « Alors, prenons le petit déjeuner ensemble. C'est moi qui le ferai. »« C'est toi qui le feras ?» Marina rit. « Raphaël Beaumont va faire la cuisine. Ne sois pas si surprise. Je sais faire quelques trucs. » Ils sortirent du lit et Raphaël prit un peignoir pour elle, ne portant qu'un pantalon de survêtement gris. Marina ne put s'empêcher d'admirer son corps. Des muscles définis mais pas exagérés, une peau bronzée, quelques petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas encore mais qu'elle voulait connaître. Dans la cuisine, Raphaël alla directement au placard et commença à travailler. Il fit du café frais avec la cafetière à piston, prépara des œufs brouillés aux herbes, fit griller du pain, coupa des fruits. Marina s'assit sur le comptoir et se contenta d'observer, enchantée, par cette version domestique de lui. « Où as-tu appris à cuisiner ?» demanda-t-elle. « Ma grand-mère, » répondit Raphaël, en cassant des œufs dans un bol. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas cuisiner ne sait pas prendre soin de lui-même. Elle m'a appris toutes ses recettes avant de mourir. Il y avait de l'affection dans sa voix quand il parlait de sa grand-mère. Marina fit une note mentale pour lui en demander plus tard. Ils prirent leur café assis sur le comptoir, les épaules se touchant, parlant de tout et de rien.
Raphaël raconta une réunion importante qu'il avait cet après-midi-là. Marina parla d'une nouvelle série de portraits qu'elle voulait commencer à peindre. De petites choses, des choses de couple, des choses normales qui prenaient tout leur sens justement parce qu'elles étaient normales. Après le café, Raphaël dut aller à son bureau. Mais avant de partir, il tira Marina pour un baiser long et profond qui la laissa sans souffle. « Je reviendrai tôt aujourd'hui, promit-il. Je t'attendrai. » Et Marina l'attendait. Elle passa la journée dans son atelier, mais son esprit était partagé. Une partie d'elle était concentrée sur les coups de pinceau, le mélange des couleurs, la création. Une autre partie revivait la nuit précédente, chaque toucher, chaque baiser, chaque moment. Raphaël revint à 5 heures de l'après-midi, plus tôt que n'importe quel autre jour, depuis qu'ils s'étaient mariés. Marina entendit la voiture arriver et descendit en courant. Elle le trouva dans le hall et il n'attendit même pas. Il laissa tomber sa mallette au sol et la tira à lui pour un baiser qui parlait d'heures de manque en une seule journée de séparation. « Tu m'as manqué », admit-il contre ses lèvres. « Moi aussi. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Raphaël se levait tôt mais ne partait plus avant. Le lever du soleil. Ils prenaient leur café ensemble. Il allait travailler mais revenait plus tôt. Ils dînaient ensemble tous les soirs, pas seulement les mardis et jeudis. Ils conversaient, riaient, partageaient leur journée, et ils peignaient ensemble. Presque tous les après-midi, Raphaël passait quelques heures dans l'atelier avec Marina. Il se remit à créer avec une passion qu'il avait enterrée pendant des années. Ses toiles étaient intenses, chargées d'émotions, et Marina remarquait que plus il peignait, plus il s'ouvrait, comme si l'art déverrouillait des parties de lui qui étaient restées enfermées. La maison se transforma complètement. Elle cessa d'être ce musée froid et impersonnel. Elle gagna en vie, en chaleur, en âme. Marina et Raphaël accrochèrent leurs propres tableaux au mur. Ils remplacèrent certains meubles par d'autres plus confortables. Ils remplirent les pièces de plantes, de livres, de disques vinyles que Raphaël avait collectionnés mais jamais écoutés. La cuisine, auparavant jamais utilisée, devint le théâtre d'expériences culinaires. Ils essayaient de nouvelles recettes, riaient des désastres, célébraient les réussites. Il y eut la nuit où ils essayèrent de faire des sushis et finirent avec du riz partout. Il y eut l'après-midi où ils firent des brownies qui furent parfaits et les mangèrent encore chauds en dansant pieds nus dans le salon. Les chambres froides se réchauffèrent. Marina déménagea ses affaires dans la chambre de Raphaël. Il vida la moitié du dressing pour elle, réorganisa les tiroirs, fit de la place. Et la nuit, ils dormaient enlacés, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. Raphaël commença à laisser de petits mots à Marina, sur le réfrigérateur, dans l'atelier, dans la salle de bain, des messages simples mais chargés de sens. « Je pense à toi, je reviens bientôt. Tu rends tout plus beau, merci d'exister. » C'était faux, ça devait l'être. Marina regarda Raphaël et vit la douleur dans ses yeux. « Ce n'est pas vrai, dit-elle. Raphaël, dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Ce n'est pas vrai tel qu'il le raconte, dit Raphaël, mais sa voix était morte. Mais je suis coupable. Je suis coupable de ne pas l'avoir empêché, de ne pas être allé le retenir, de m'être disputé avec lui cette nuit-là. Raphaël, tu ne peux pas t'en vouloir pour... Si, je peux. Il éleva la voix pour la première fois depuis des semaines. J'aurais dû prendre soin de lui. C'était mon petit frère, ma responsabilité, et j'ai échoué. Les reportages continuèrent. Chaque jour apportait son lot de nouveautés. Des témoins qui avaient été à la fête racontaient à quel point Raphaël et Gabriel s'étaient disputés, sur la façon dont Raphaël avait traité son frère d'irresponsable, de raté, sur la façon dont il avait dit que Gabriel ne serait jamais digne de reprendre l'entreprise. Les médias transformèrent tout en scandale. Des émissions de télévision débattèrent de l'affaire. Les réseaux sociaux fourmillaient d'opinions. Certains défendaient Raphaël. Beaucoup le condamnaient. La fondation familiale fut attaquée. Les actionnaires de l'entreprise exigèrent des explications. Des clients menacèrent de rompre leur contrat. Et Raphaël s'éloigna. Cela commença subtilement, en retournant travailler tard, en partant de la maison avant l'aube, en répondant aux questions de Marina par des monosyllabes, en évitant les contacts, en reprenant ses distances. Marina tenta de l'atteindre. Elle lui demandait comment il allait. Elle lui offrait son soutien. Elle disait qu'elle était à ses côtés. Mais Raphaël reconstruisait les murs. Plus haut, plus épais.
Une semaine après le début du scandale, Marina se réveilla seule dans le lit. Elle trouva Raphaël dans le bureau, entouré de papiers, les yeux rougis par la fatigue, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. « Raphaël, tu as besoin de dormir, dit-elle doucement. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de réparer ça. Tu ne peux pas réparer le passé, je peux essayer de limiter les dégâts. » Marina entra et ferma la porte. Elle s'agenouilla à côté de sa chaise. « Raphaël, regarde-moi. » Il détourna les yeux des papiers à contre-cœur et la regarda. « Tu n'es pas coupable de la mort de ton frère, » dit Marina fermement. « Tu t'es disputé avec lui, oui. Mais c'était un adulte. Il a pris ses propres décisions. Tu ne l'as pas drogué, tu ne l'as pas forcé à conduire. Tu n'as pas causé l'accident. »« Je l'ai laissé partir, » dit Raphaël, et sa voix se brisa. « J'étais en colère et orgueilleux, et je l'ai laissé partir. Si j'avais couru après lui, si je l'avais retenu, si j'avais été un meilleur frère, tu étais un bon frère, tu es une bonne personne. Non, je ne le suis pas. Je suis froid, calculateur, égoïste. Tu as vu le dossier. Tu sais de quoi je suis capable. Je traite les gens comme des transactions. Même toi. Je t'ai enquêté, je t'ai évalué, je t'ai acheté. Et puis tu m'as aimé, Marina lui prit, le visage entre ses mains. Tu as changé, tu as ouvert ton cœur, tu t'es permis de ressentir. Et regarde où cela nous a menés, dit Raphaël amèrement. Ce scandale va tout détruire. L'entreprise, la fondation, la réputation de la famille. Et il va te détruire toi aussi. Les gens vont associer ton nom au mien. Ils vont t'attaquer, ils vont te blesser. Je m'en fiche, mais moi je m'en soucie. Raphaël se leva brusquement, s'éloignant d'elle. Je n'aurais pas dû laisser ça arriver. Je n'aurais pas dû te laisser entrer. Je n'aurais pas dû tomber amoureux. Je savais, j'ai toujours su que je ne méritais pas d'être heureux. Marina se leva aussi, le cœur brisé. Alors quoi? Tu vas me repousser? Tu vas redevenir l'homme froid que j'ai connu? C'est mieux ainsi. Pour toi. Pour tout le monde. Ne décide pas pour moi ce qui est le mieux pour moi, dit Marina, la voix montant. J'ai choisi de rester. J'ai choisi de t'aimer. Et je choisis de rester à tes côtés maintenant. Tu ne comprends pas, cria Raphaël, et c'était la première fois qu'il lui criait vraiment dessus. Tout ce que je touche, je le détruis. J'ai détruit mon frère. J'ai failli te détruire en te transformant en objet de contrat. Et maintenant, je vais détruire ta réputation, ta vie. Tu mérites plus que ça. Je te mérite, cria Marina en retour, les larmes coulant sur son visage. Je mérite l'homme que j'ai appris à aimer, l'homme qui peint avec moi, qui rit avec moi, qui me prépare le petit déjeuner, qui me murmure qu'il m'aime au milieu de la nuit. Cet homme-là. Pas cette carapace froide que tu es en train de redevenir. Peut-être que cette carapace est ce que je suis vraiment. Peut-être que ces derniers mois n'ont été qu'une illusion. Les mots la transpercèrent comme des couteaux. Marina sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu ne crois pas à ça ?»« Je le crois, » dit Raphaël, et se tourna vers les papiers, la rejetant. « Tu devrais penser à retourner auprès de ta famille. Cela pourrait devenir bien pire. Et je ne vais pas t'entraîner avec moi au fond. » Marina resta immobile un long moment, les larmes tombant silencieusement. Elle regarda cet homme qu'elle avait appris à aimer, qu'elle avait vu sourire, qu'elle avait serré dans ses bras pendant la nuit. Et elle vit comment il se refermait à nouveau, se protégeant, se détruisant. « Tu es un lâche, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « Non pas parce que tu as peur, mais parce que tu laisses la peur l'emporter, parce que tu choisis de t'enfermer au lieu de te battre, parce que tu me repousses au lieu de me laisser t'aider. » Raphaël ne répondit pas, il ne la regarda pas. Il continua simplement de faire semblant de lire les papiers sur la table. Marina quitta le bureau. Elle monta à sa chambre. Et pour la première fois depuis cette première nuit ensemble, elle dormit seule. Les jours qui suivirent furent une torture. Raphaël restait à peine à la maison. Quand il y était, il évitait Marine complètement. Ils ne dînaient pas ensemble. Ils ne parlaient pas. Ils ne se touchaient pas. C'était comme si les derniers mois n'avaient jamais existé. Marine tenta d'être forte. Elle continua de peindre. Mais les couleurs sortaient plus sombres maintenant. Les visages plus tristes. La douleur s'infiltrant dans ses créations. La nuit, allongée seule dans l'immense lit, elle entendait Raphaël arriver. Elle entendait ses pas se diriger vers la chambre d'amis. Elle l'entendait marcher dans les couloirs au milieu de la nuit insomniaque, tourmentée. Et elle se demandait s'il survivrait à cela, si l'amour qu'ils avaient bâti était assez fort pour surmonter la peur qui consumait Raphaël, ou si elle n'avait fait que goûter au bonheur pour qu'il lui soit arraché à nouveau. Un matin, 2 semaines après le début du scandale,
Marine reçut un appel. C'était d'une galerie d'art à Paris. Ils avaient vu des photos de son travail en ligne. Ils voulaient lui offrir une exposition. Ils voulaient qu'elle s'y rende. 2 mois, tout frais payés. Une chance de lancer sa carrière à l'international. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. C'était la chance d'avoir quelque chose qui lui appartienne. Indépendance, but, liberté, une nouvelle vie, seule, loin de Raphaël et de la douleur. Marine regarda le téléphone longuement après avoir raccroché, et elle envisagea sérieusement d'accepter. Elle envisagea de partir, de laisser derrière elle cet homme têtu et effrayé. Mais avant de décider, elle devait essayer une dernière fois. Marine passa la nuit entière sans dormir, pensant à l'offre de Paris. La galerie voulait une réponse dans les 48 heures, 2 jours pour décider de l'avenir, 2 jours pour choisir entre se battre pour un amour qui semblait se briser ou recommencer à zéro sur un autre continent. Elle resta allongée dans l'immense lit, fixant le plafond, se souvenant de chaque moment avec Raphaël, le premier baiser volé à l'hôtel, la confrontation à propos du dossier, la découverte de l'atelier, la première fois qu'ils avaient peint ensemble, la première fois qu'ils avaient fait l'amour, les petits déjeuners, les rires, les « je t'aime » murmurés au milieu de la nuit. Tout cela avait été réel. Marine le savait avec chaque fibre de son être. Raphaël n'avait pas faim, il n'avait pas menti. Il était vraiment tombé amoureux. Il s'était vraiment ouvert. Il s'était vraiment permis d'être heureux. Et maintenant, il se refermait à nouveau par peur, par culpabilité, parce qu'il croyait ne pas mériter ce bonheur. Marine n'allait pas l'abandonner. Pas encore. Pas sans essayer une dernière fois. Le lendemain matin, elle attendit que Raphaël parte pour le bureau, puis elle monta à l'atelier. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas peint. L'espace qui avait été si rempli de joie semblait maintenant vide et triste, sans sa présence à ses côtés. Marine se promena dans l'atelier, touchant les toiles que Raphaël avait créées. Il y en avait une en particulier qui l'impressionnait toujours. C'était un portrait abstrait, utilisant uniquement des couleurs chaudes, des rouges intenses, des oranges vibrants, des jaunes éclatants. C'était la passion, c'était le désir, c'était l'amour. Elle se retourna pour regarder ses propres créations, et c'est là qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Derrière l'une de ces grandes toiles, il y avait une autre toile tournée vers le mur, cachée. Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle s'y dirigea et retourna la toile avec précaution. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. C'était un portrait d'elle, un portrait immense, intense, incomplet. Raphaël avait peint son visage avec une attention aux détails qui frôlait l'obsession. Chaque cil, chaque trait, chaque nuance de couleur dans ses yeux. Sa bouche était peinte dans un petit sourire, celui qu'elle faisait lorsqu'elle était concentrée sur sa peinture. Mais le portrait était inachevé. L'arrière-plan n'était qu'une esquisse. Ses cheveux n'étaient que partiellement peints. C'était comme si Raphaël avait commencé à créer et n'avait pas pu finir, ou ne savait pas comment finir. Marine regarda de plus près et vit qu'il y avait quelque chose de collé au dos de la toile. Une enveloppe. Les mains tremblantes, elle la retira et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite à la main, l'écriture de Raphaël. Marine commença à lire. « Marine, j'essaie de te peindre, mais je n'arrive pas à finir. Je commence par le visage parce que c'est la partie que j'aime le plus. Tes yeux qui me défient et m'acceptent en même temps. Ta bouche qui m'embrasse comme si j'en valais la peine. Tes joues qui rougissent quand tu ris. Mais ensuite, j'arrive au reste et je ne sais pas comment continuer, parce que je n'arrive pas à capturer tout ce que tu es. Je n'arrive pas à peindre. La façon dont tu illumines une pièce juste en y entrant. Je n'arrive pas à peindre le son de ton rire, ou la douceur de ta peau, ou la force dans ta voix quand tu me défies. Je n'arrive pas à peindre à quel point tu as changé ma vie. Comment tu as pris un homme mort à l'intérieur et l'as fait ressentir à nouveau. Comment tu as transformé une maison en un foyer. Comment tu m'as appris qu'aimer n'est pas une faiblesse, c'est du courage. J'essaie de te peindre tout entière, mais je n'y arrive pas. Parce que tu es trop grande, trop importante. Tu es tout et je ne sais pas comment tout mettre sur une toile. Alors j'essaie tous les jours. Je prends le pinceau et j'ajoute un coup de pinceau, et un autre, sachant que ce ne sera jamais complet. Mais j'essaie. Parce que je t'aime. Parce que tu mérites d'être vu. Parce que tu mérites d'être célébré. Parce que tu m'as sauvé.
et je ne pourrai jamais assez te remercier pour cela. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Raphaël. La lettre n'avait pas de date, mais aux taches de peinture sur les bords, du papier, Raphaël l'avait écrite récemment, peut-être ces dernières semaines, tandis qu'il était consumé par la culpabilité et le scandale, tandis qu'il s'éloignait d'elle, tandis qu'il essayait de la protéger en la repoussant. Marine serra la lettre contre sa poitrine et laissa les larmes couler. Il l'aimait toujours. Il avait juste peur. Il se punissait juste pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Et à ce moment-là, Marine prit sa décision. Elle n'irait pas à Paris. Elle n'allait pas abandonner. Elle allait se battre. Elle allait arracher Raphaël à cette obscurité dans laquelle il se noyait. Elle allait lui rappeler qui il était vraiment. Elle allait le sauver comme il l'avait sauvé. Marine prit le téléphone et appela la galerie à Paris. Elle remercia pour l'offre, mais dit qu'elle ne pourrait pas accepter. Elle avait quelque chose de plus important à faire. Quelqu'un de plus important pour qui se battre. Puis elle appela Laura, sa sœur. « J'ai besoin de toi, » dit Marine. « J'ai besoin de ton aide. »« Tout, » répondit Laura immédiatement. « De quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin d'informations. Sur cette nuit où le frère de Raphaël est mort, tu es doué avec les ordinateurs. »« Tu peux chercher et trouver des choses ?» Laura était vraiment douée en technologie. En 2 heures, elle avait rassemblé tout ce qui existait en ligne sur l'accident de Gabriel. Rapports de police, anciens articles, témoignages. Et ce que Marine découvrit changea tout. Les témoins qui parlaient maintenant de drogues et de négligence avaient tous des motifs douteux. L'un avait poursuivi l'entreprise Castello des années auparavant et avait perdu. Un autre avait été licencié par Raphaël. Un troisième faisait l'objet d'une enquête pour fraude et avait clairement besoin d'argent. Les rapports de police originaux ne mentionnaient pas de drogue. Ils ne mentionnaient que l'alcool. Et les témoins de l'époque, ceux qui étaient réellement à la fête, disaient que Gabriel était parti contre la volonté de tous, que Raphaël avait essayé de prendre les clés, qu'il y avait eu une bagarre physique, que Gabriel avait poussé son frère et était parti en courant. La vérité était différente de ce que les médias dépeignaient. Raphaël n'avait pas été négligent. Il avait essayé d'empêcher cela. Il s'était battu physiquement avec son frère pour l'arrêter, et la culpabilité qu'il portait était infondée. Marine imprima tout, organisa le tout dans un dossier, et attendit que Raphaël rentre. À la maison, il était déjà plus de minuit quand elle entendit la voiture. Raphaël entra silencieusement, s'attendant probablement à ce qu'elle dorme, mais Marine était assise dans le salon, toutes les lumières allumées, l'attendant. Il s'arrêta en la voyant. Il semblait épuisé, des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, le costume froissé. Il était en train de se détruire. « Nous devons parler, » dit Marine. « Marine, pas maintenant. Je suis fatiguée. »« Maintenant, » dit-elle fermement. « Assieds-toi. » Quelque chose dans son ton fit obéir Raphaël. Il s'assit sur le canapé, distant d'elle, tendu. Marine posa le dossier sur la table basse, entre eux. « J'ai enquêté, sur l'accident, sur cette nuit-là. » Raphaël se raidit. « Pourquoi? Parce que tu laissais des mensonges détruire ta vie, notre vie, et je n'allais pas permettre cela. » Elle ouvrit le dossier et commença à montrer. Les rapports de police, les incohérences des nouveaux témoins, les dépositions originales qui prouvaient que Raphaël avait essayé d'empêcher Gabriel. « Tu n'as pas été négligent, » dit Marine. « Tu t'es battu pour l'arrêter, physiquement. Tu as essayé. Et il a fait un choix terrible qui a eu des conséquences horribles. Mais ce n'était pas ta faute. » Raphaël regarda les papiers, avec une expression dévastée. « J'aurais pu faire plus. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as été un bon frère. Et Gabriel a commis une erreur fatale. Mais ce n'était pas ta faute. Tu ne comprends pas. » Raphaël se leva et commença à marcher dans la pièce. « Nous nous sommes disputés à propos de l'entreprise. Il voulait plus de responsabilités et j'ai dit non. J'ai dit qu'il n'était pas prêt. Je l'ai traité d'immature, d'irresponsable. Les derniers mots que j'ai dits à mon frère ont été cruels. » « Et il a dit des choses cruelles en retour ?» demanda Marine doucement. Raphaël s'arrêta. Il a dit « Parce que les frères se disputent, les gens qui s'aiment se disputent. Cela ne signifie pas que tu voulais qu'il meure. Cela ne signifie pas que tu as causé sa mort. »
J'ai porté cette culpabilité pendant 7 ans, dit Raphaël, et sa voix se brisa. 7 ans à me punir, à me fermer, à refuser d'être heureux parce qu'il n'était pas là pour être heureux. Et puis tu es apparu, et tu m'as fait ressentir à nouveau. Tu m'as fait vouloir vivre à nouveau, et j'ai pensé que c'était peut-être permis, que je le méritais peut-être. Mais ensuite ce scandale a commencé et j'ai réalisé que j'avais tort, que je ne le mérite pas. Tu le mérites, dit Marine se levant et marchant vers lui. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites de te pardonner. Je ne sais pas comment. Alors je t'apprends. Marine tint son visage entre ses mains. Je t'apprends à te pardonner, à t'aimer, à croire que tu en vaux la peine. Parce que tu en vaux la peine. Pour moi. Tu vaux tout. Raphaël ferma les yeux et Marine vit la première larme couler, puis une autre. Et puis il pleurait, vraiment pleurait, pour la première fois en 7 ans. Tout le poids, toute la culpabilité, toute la douleur qu'il avait gardée sortait enfin. Marine le tira dans une étreinte et le tint pendant qu'il s'effondrait. Il la serra avec une force désespérée, enfouissant son visage dans son cou, sanglotant. « Il me manque tellement », murmura-t-il entre les sanglots. « Il me manque tous les jours. Je sais, et je t'aime tellement. Je t'aime tellement que ça fait peur, parce que si je te perds aussi, je ne survivrai pas. Tu ne me perdras pas, dit Marine fermement. Je ne vais nulle part, je te choisis, tous les jours, je te choisis. Ils restèrent ainsi longtemps, Raphaël pleurant 7 ans de douleur, Marine le tenant, lui donnant la force dont il avait besoin pour enfin se défaire et ensuite se reconstruire. Quand il se calma enfin, Marine le guida jusqu'au canapé. Elle s'assit à côté de lui, le tenant toujours. « J'ai trouvé le portrait, » dit-elle doucement. « Le portrait de moi, et la lettre. » Raphaël se tendit. « Je ne voulais pas que tu le voies. Ce n'était pas prêt. Ce n'est pas terminé. C'est parfait. Tel quel. » Et la lettre, Marine sourit les larmes aux yeux. « La lettre est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. J'essaie de te peindre, mais je n'arrive pas à capturer tout ce que tu es. Tu me captures tous les jours, dans la façon dont tu me regardes, dont tu me touches, dont tu prononces mon nom. Tu me vois, Raphaël, tu me vois vraiment, et je te vois aussi. Je vois l'homme sous la culpabilité et la peur. Je vois l'homme qui peint avec passion, qui fait le petit déjeuner, qui laisse des mots doux, qui rit, qui aime. Je veux être cet homme, pour toi, toujours. Alors sois-le. Arrête de fuir, arrête de te punir. Batte-toi avec moi. Affronte ce scandale avec moi. Nous allons montrer la vérité. Nous allons laver ton nom. Ensemble. » Raphaël la regarda dans les yeux un long moment. Et Marine vit quand la décision fut prise. Quand il choisit de se battre au lieu d'abandonner. Quand il choisit l'amour au lieu de la peur. Ensemble, il acquiesça. Marine sourit et l'embrassa. Doux, tendre, promesse scellée. Quand ils se séparèrent, elle lui dit ce qu'elle avait décidé. « Paris m'a offert une exposition. 2 mois, tout frais payé. » Le visage de Raphaël pâlit. « Tu vas y aller ?» J'ai refusé. « Pourquoi ? » Parce que ma place est ici, avec toi, à tes côtés. Paris sera là dans 1 an, dans 10 ans. Mais tu as besoin de moi maintenant, et j'ai besoin de toi. Alors reste avec moi. » Raphaël la tira dans un baiser désespéré, profond, chargé de soulagement, de gratitude et d'amour. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Tu m'as aimé quand je n'avais rien. Maintenant je t'aime quand tu penses ne rien mériter. C'est comme ça que ça marche. » Ils restèrent sur le canapé jusqu'à l'aube, parlant, planifiant. Raphaël raconta tout sur Gabriel, les bons souvenirs, les disputes, le regret. Et Marine écouta simplement, lui laissant l'espace pour enfin traiter cette perte. Et quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de rose et d'or, Raphaël dit quelque chose que Marine n'oublierait jamais. « Je vais finir le portrait. Je vais le finir parce que maintenant je sais comment. Je ne vais pas essayer de capturer tout ce que tu es. Je vais peindre ce que tu me fais ressentir. Espoir, amour, avenir. Ce sera incomplet parce que l'amour l'est toujours. Il est toujours en croissance, en changement, en évolution. Mais ce sera réel, comme toi, comme nous. » Marine sourit et l'embrassa doucement.
Alors nous allons peindre ensemble. Tu finis mon portrait. Je finis le tien. Et nous les accrocherons côte à côte. » Raphaël rit, et c'était ce son qui avait tant manqué à Marine. D'accord. Les jours suivants, ils travaillèrent ensemble pour laver le nom de Raphaël. Ils engagèrent un avocat spécialisé. Ils présentèrent les preuves que Marine avait rassemblées. Ils donnèrent des interviews racontant la vérité. Les faux témoins furent démasqués, les incohérences exposées. Et lentement, la marée commença à tourner. Les médias qui avaient condamné Raphaël commencèrent à voir les failles dans l'histoire. Des partisans apparurent. Des gens qui connaissaient Gabriel parlèrent de la vérité de cette nuit-là, de la façon dont Raphaël avait essayé de l'empêcher. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile, mais cela se produisait. Et à travers tout, Marine et Raphaël restèrent unis. Ils peignaient dans l'atelier, ils dînaient ensemble, ils dormaient enlacés. Raphaël se remit à sourire. Marine revit l'espoir dans ses yeux. Un après-midi, 3 semaines après cette nuit décisive dans le salon, Raphaël termina le portrait de Marine. Elle était dans l'atelier quand il donna le dernier coup de pinceau et recula d'un pas. « Prêt » dit-il. Marine s'approcha et regarda. C'était elle, mais c'était plus qu'elle. C'était comme Raphaël la voyait, forte, belle, pleine de lumière. L'arrière-plan était maintenant complet, avec des couleurs chaudes qui semblaient rayonner d'elle. Ses cheveux flottaient comme au vent. Et dans les yeux peints, il y avait de l'amour. Pur, simple, indéniable amour. « C'est magnifique » murmura Marine. « C'est toi » corrigea Raphaël. Marine montra le portrait qu'elle avait peint de lui. Raphaël riant, les yeux brillants, sans les ombres qui le hantaient autrefois. Un homme libre, un homme heureux. « C'est comme ça que tu me vois » demanda Raphaël, touchant doucement la toile. « C'est qui tu es. Quand tu laisses le passé partir, quand tu te permets d'être heureux. » Raphaël la tira dans un baiser. « Je t'aime. Merci de ne pas avoir abandonné. Je n'abandonnerai jamais. » Ils accrochèrent les portraits côte à côte dans le salon. 2 personnes, 2 histoires, un amour. Et quand ils restèrent là, admirant les œuvres, Raphaël dit quelque chose, qui fit savoir à Marine qu'ils avaient vraiment survécu à la tempête. « Nous allons renouveler nos vœux, pas par contrat, pas par obligation, mais par choix. Je veux t'épouser à nouveau, de la bonne manière, avec amour. » Marine se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Oui, 1000 fois oui. Et dans cette maison qui avait été froide mais qui était maintenant pleine de vie et d'amour, entourée par l'art qu'ils avaient créé ensemble, ils s'embrassèrent. Une promesse, un nouveau départ. La guerre était finie. Ils avaient gagné. Pas le scandale, pas les médias, pas les fantômes du passé. Ils avaient vaincu la peur. Et c'était la victoire qui comptait vraiment. 2 mois après la tempête, la vie avait retrouvé un nouveau rythme. Le scandale avait été démenti, les faux témoins démasqués. La réputation de Raphaël, bien qu'égratignée, était en train d'être restaurée. L'entreprise recommençait à croître. La fondation reprenait ses projets. Et plus important encore, Raphaël avait fait la paix avec le passé. Il visitait la tombe de Gabriel chaque semaine. Raphaël parlait à son frère, lui racontait Marine, la vie qu'il construisait, le pardon qu'il avait enfin trouvé, et il laissait toujours des fleurs fraîches, promettait toujours d'honorer sa mémoire en vivant pleinement. Marine se réveilla un matin de septembre avec l'estomac noué. Elle courut à la salle de bain et vomit. Raphaël apparut immédiatement, retenant ses cheveux, inquiet. « Tu vas bien? Tu veux que j'appelle un médecin ?» Marine se rinça la bouche et regarda son propre reflet dans le miroir. Son cœur commença à battre plus vite. Elle avait remarqué certaines choses ces dernières semaines. La fatigue, les seins plus sensibles, le retard de 3 jours qu'elle avait ignoré. « Je crois, dit-elle lentement, que je dois faire un test. » Raphaël resta complètement immobile. « Un test de grossesse ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marine se tourna pour le regarder et vit toutes les émotions traverser son visage en quelques secondes. Choc, peur, espoir, joie. « Tu penses que tu l'es ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas. » Mais les symptômes, Marine marqua une pause, sont tous là. Raphaël la tira dans une étreinte. « Si tu l'es vraiment, je... »
Il ne put finir sa phrase. Il la serra juste plus fort. Ils allèrent ensemble à la pharmacie. Raphaël lui tint la main tout le long du chemin. Ils achetèrent 3 tests, de marques différentes, juste pour être sûrs. De retour à la maison, Marine entra dans la salle de bain et Raphaël resta à attendre dehors, faisant les 100 pas comme un animal en cage. 3 minutes, les plus longues de leurs 2 vies. Quand le minuteur du téléphone sonna, Marine ouvrit la porte. Elle tenait les 3 tests dans sa main, tous positifs, toutes les lignes roses brillant comme des promesses. « Je suis enceinte », dit-elle, et sa voix sortit entre rire et pleurs. Raphaël regarda les tests, la regarda, et puis ses yeux se remplirent de larmes. Il tomba à genoux devant elle et étreignit sa taille, pressant son visage contre son ventre encore plat. « Il y a un bébé ici », murmura-t-il, émerveillé. « Notre bébé. » Marine passa ses doigts dans ses cheveux, son propre cœur débordant. « Nous sommes en train de fonder une famille. » Raphaël leva le visage et elle vit les larmes couler librement. Il n'en avait plus honte maintenant. Il avait appris que pleurer n'était pas une faiblesse, c'était humain. « J'étais si perdu, dit-il, si mort à l'intérieur. Et puis tu es arrivé et tu m'as ramené à la vie. Et maintenant, il toucha son ventre avec révérence. Maintenant tu me donnes une nouvelle vie, littéralement. Nous créons une nouvelle vie, corrigea Marine, ensemble. » Raphaël se leva et l'embrassa avec une tendresse qui la fit trembler. « Je promets, murmura-t-il contre ses lèvres, que je serai le meilleur père possible. J'aimerai ce bébé. Je le protégerai. Je serai présent. Je serai tout ce que je n'ai pas été pour Gabriel dans les derniers mois avant de le perdre. »« Tu vas être incroyable, » dit Marine avec une certitude absolue. Les mois de grossesse furent magiques. Raphaël devint encore plus attentionné si c'était possible. Il se levait tôt pour préparer un petit déjeuner spécial. Il massait ses pieds enflés chaque nuit. Il lisait des livres sur la grossesse et la parentalité avec la même dévotion qu'il étudiait les contrats commerciaux. Il parlait à son ventre tous les jours. Le matin, avant de partir au travail, il s'agenouillait et disait bonjour au bébé. Le soir, il racontait des histoires, chantait des berceuses fausses qui faisaient rire Marine. Il disait « Je t'aime » à plusieurs reprises, comme s'il voulait que le bébé connaisse déjà sa voix avant même de naître. Marine peignait aussi. Elle a créé toute une série sur la maternité. Des femmes enceintes, à différents stades, des mères tenant des nouveau-nés, le lien visible dans chaque coup de pinceau. Et Raphaël peignait à ses côtés, créant des tableaux remplis d'espoir et d'avenir pour décorer la chambre du bébé. Ils ont découvert que c'était une fille lors d'un examen émouvant où Raphaël n'a pas lâché la main de Marine une seule seconde. Quand la médecin a annoncé que c'était une fille, il a pleuré. Des larmes de pure joie coulaient sur son visage, tandis qu'il regardait l'image floue sur l'écran de l'échographie. « Une fille !» répétait-il, émerveillé. « Nous allons avoir une fille. » Ils ont transformé l'une des chambres en une nurserie digne d'un conte de fées. Les murs peints dans des tons doux de jaune et de blanc. Raphaël a tenu à peindre personnellement une fresque d'étoiles au plafond. Marine a brodé le nom qu'ils avaient choisi sur des couvertures et des coussins. Victoire, parce que leur amour avait tout vaincu. La peur, la culpabilité, la froideur, le passé. Victoire pour avoir lutté et survécu. Victoire pour avoir trouvé le bonheur là où il ne devait pas exister. Au cours des derniers mois de grossesse, lorsque le ventre de Marine était énorme et qu'elle parvenait, à peine à bouger confortablement, Raphaël la choyait démesurément. Il cuisinait tous ses désirs les plus fous. Il allait chercher de la glace au milieu de la nuit. Il arrangeait des coussins pour qu'elle soit à l'aise. Il ne se plaignait jamais, ne se lassait jamais. Et la nuit, il faisait l'amour lentement et avec tendresse, Raphaël adorant chaque centimètre de son corps qui changeait, disant qu'elle n'avait jamais été aussi belle, aussi radieuse, aussi parfaite. Le travail a commencé par un après-midi pluvieux de mars. Marine était au studio quand elle a ressenti la première contraction. Raphaël était en réunion importante, mais a tout laissé tomber quand il a reçu l'appel. Il est rentré à la maison en un temps record, pâle et nerveux, mais essayant de paraître calme pour elle. À l'hôpital, il est resté à ses côtés pendant toutes les heures de travail. Il a tenu sa main tandis qu'elle la serrait assez fort pour faire mal. Il a essuyé sa sueur. Il a murmuré des mots d'encouragement. « Tu y arriveras. Tu es forte. Je t'aime. Je suis là. »
Quand Victoire est finalement née, avec un cri puissant qui a rempli la pièce, Raphaël a coupé le cordon ombilical avec des mains tremblantes. L'infirmière a placé le bébé dans les bras de Marine et tous deux ont regardé, émerveillés, ce minuscule être qu'ils avaient créé. Victoire avait des yeux sombres comme son père et une chevelure noire comme sa mère. Elle était parfaite, absolument parfaite. Raphaël a touché son petit visage du doigt, avec tant de précaution comme si elle allait se briser. « Salut, petite Victoire », a-t-il murmuré, la voix nouée. « Je suis ton père, et je t'aime déjà plus que tout au monde. » Marine a vu les larmes couler silencieusement sur son visage tandis qu'il regardait sa fille. Elle a vu l'amour absolu, la dévotion totale, et elle a su qu'il serait un père extraordinaire. Les premiers mois avec Victoire furent épuisants mais merveilleux. Raphaël se levait pour les tétées de l'aube avec Marine. Il changeait les couches, il donnait le bain, il chantait pour endormir le bébé. C'était un père complètement présent et passionné. La maison, déjà pleine de vie, débordait maintenant. Les sons de pleurs de bébé, les rires, les berceuses. La chambre de Victoire avait toujours des fleurs fraîches. Les murs de la maison se sont remplis de photos de famille. Marine, Raphaël et Victoire. Moment capturé. Amour documenté. Ils ont emmené Victoire visiter la tombe de Gabriel quand elle avait 3 mois. Raphaël a tenu sa fille dans ses bras et a parlé à son frère, lui racontant l'histoire de sa nièce qu'il ne connaîtrait jamais mais qui saurait toujours qui il était. Il a promis que Victoire grandirait en entendant des histoires sur son oncle Gabriel, qu'elle saurait qu'il était aimé. Quand Victoire a eu 1 an, Raphaël a surpris Marine avec une proposition. Non pas de mariage, ils étaient déjà mariés, mais de renouveler leurs vœux. « Je veux le refaire », a-t-il dit, mais cette fois par choix, cette fois avec amour, cette fois avec notre fille présente. Je veux qu'elle voie ses parents se promettre de s'aimer. Je veux qu'elle grandisse en sachant que le véritable amour existe. Marine a accepté entre des larmes de joie, et ils ont commencé à planifier. Ce ne serait pas une grande cérémonie, juste la famille proche et des amis chers, dans la même chapelle Sainte-Croix où ils s'étaient mariés la première fois. Un cercle complet. 2 ans après ce premier mariage froid et distant, Marine se tenait de nouveau devant la chapelle Sainte-Croix. Mais tout était différent maintenant. Elle portait une robe simple mais magnifique, d'un blanc pur avec de délicates dentelles, les cheveux lâchés en vagues naturelles, sans maquillage lourd, juste elle-même, et dans ses bras, Victoire, âgée de 2 ans, portant une robe assortie et tenant un petit bouquet de fleurs. Raphaël attendait à l'autel, mais pas avec l'expression froide d'il y a des années. Il attendait avec un sourire immense, les yeux brillants, visiblement émus. Quand Marine a commencé à marcher dans l'allée, cette fois sans ressentir de peur ou de tristesse, mais une pure joie, elle a vu, les larmes commençaient à couler sur son visage. Quand elle est arrivée à l'autel, Victoire a tendu ses petits bras vers son père. « Papa !» Raphaël l'a prise et a tenu sa fille tandis que Marine se tenait à ses côtés. Une famille, complète. Le prêtre a souri et a commencé la cérémonie. Mais avant les vœux, Raphaël a demandé à parler. « Il y a 2 ans, a-t-il commencé, la voix tremblante d'émotion, j'étais ici, au même endroit, et j'ai dit à cette femme incroyable que je ne la toucherai jamais. J'ai dit cela parce que j'avais peur. Peur de ressentir, peur d'aimer, peur de vivre. » Il a regardé Marine avec tant d'amour qu'elle a senti sa poitrine se serrer. Mais elle n'a pas accepté cela. Elle m'a embrassé même quand j'ai dit que je ne la toucherais pas. Elle s'est battue pour moi même quand je l'ai repoussée. Elle m'a appris qu'aimer n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. Raphaël a pris la main libre de Marine tout en tenant Victoire de l'autre bras. Alors aujourd'hui, devant notre fille et toutes les personnes que nous aimons, je fais une nouvelle promesse. Je promets de te toucher tous les jours, avec tendresse, avec respect, avec amour. Je promets de te voir. Je promets de t'écouter. Je promets de nous battre pour nous. Je promets d'être présent. Je promets d'être vrai. Je promets de t'aimer, toi et notre fille, à chaque souffle que j'aurai. Marine pleurait ouvertement maintenant. C'était son tour de faire ses vœux. Il y a 2 ans, a-t-elle dit, j'étais terrifiée, mariée à un étranger, payant des dettes, sans espoir de bonheur. Mais toi, même sans le vouloir, tu m'as tout donné. Tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné notre belle-fille.
Elle a touché le visage de Raphaël doucement. « Et je promets de continuer à me battre pour nous, de continuer à te défier quand tu te renfermeras, de continuer à te rappeler que tu es digne d'amour, de continuer à peindre à tes côtés, de continuer à construire cette belle vie que nous avons créée. Je t'aime, Raphaël. Aujourd'hui, demain, toujours. » Ils ont échangé de nouvelles alliances, non pas parce que les anciennes ne signifiaient rien, mais parce qu'ils voulaient symboliser le nouveau départ. Et quand le prêtre a dit qu'ils pouvaient s'embrasser, Raphaël a confié Victoire à sa grand-mère et a attiré Marine pour un baiser qui a tout scellé. Amour, engagement, avenir. Victoire a applaudi et a crié « Papa, maman, maman !» faisant rire tout le monde à travers les larmes. La réception a eu lieu dans le jardin du manoir. Des lumières pendaient aux arbres, des fleurs partout, musique live, une table pleine de nourriture, amis et famille célébrant. Marine a dansé avec Raphaël, tandis que Victoire jouait avec ses cousins. La nuit était parfaite, des étoiles brillaient dans le ciel, l'air était doux, des rires remplissaient l'espace qui auparavant ne connaissait que le silence. « Tu es heureuse ?» a demandé Raphaël pendant qu'ils dansaient. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », a répondu Marine. « Moi aussi. » Raphaël l'a serré plus fort. « Tu as sauvé ma vie, tu sais. Tu m'as littéralement ramené d'entre les morts. » « Nous nous sommes sauvés mutuellement, » a corrigé Marine. « C'était nous deux, ensemble. » Plus tard, quand les invités étaient répartis et que Victoire dormait profondément dans sa chambre, Raphaël a emmené Marine dans le jardin. Il avait préparé une surprise, un coin spécial avec des coussins et des couvertures, des bougies allumées, du champagne frais. Ils se sont allongés ensemble sous les étoiles, corps entrelacés, dans un silence confortable. « Tu sais ce qui est drôle, » a dit Marine. « Si tu m'avais dit il y a 3 ans que je serais ici, vraiment mariée à toi, avec une belle fille, complètement amoureuse, je n'y aurais jamais cru. »« Moi non plus, » a admis Raphaël. « J'étais sûr que j'allais mourir seul et froid, que je ne ressentirais plus jamais rien, que je ne mériterais jamais l'amour. Et maintenant je sais que j'avais tort, surtout sur l'amour étant une faiblesse, sur le fait de ne pas mériter le bonheur, sur le fait de devoir vivre seul pour se protéger. » Il s'est tourné pour la regarder, les yeux brillants à la lumière des bougies. « Marine Castello, a-t-il dit, utilisant son nom complet pour la première fois, tu es ma rédemption, ma guérison, ma maison, et je vais passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Marine a souri et l'a embrassé. « Et je passerai le reste de ma vie à te rappeler que tu en as toujours valu la peine. » Ils sont restés ainsi pendant des heures, parlant, riant, planifiant l'avenir. Ils ont parlé de donner des frères et sœurs à Victoire, de voyager à travers le monde, de vieillir ensemble, de toutes les peintures qu'ils allaient encore créer, de tous les petits déjeuners qu'ils allaient encore partager, de toutes les vies qu'ils allaient encore toucher. Quand ils sont finalement rentrés dans la maison, il était déjà minuit passé. Ils ont vérifié Victoire, qui dormait paisiblement, son ours en peluche serré contre elle. Ils ont embrassé son front et ont murmuré « Bonne nuit ». Dans la chambre, pendant qu'ils se préparaient à dormir, Marine s'est arrêtée devant les 2 portraits qu'ils avaient peints l'un de l'autre. Ils pendaient toujours au mur de la chambre. 2 personnes, 2 histoires, un amour. Raphaël est venu par derrière et l'a serré dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête. « Tu penses que notre histoire va inspirer quelqu'un ?» a demandé Marine. « Qu'elle montrera que même les débuts les plus difficiles peuvent avoir des fins heureuses ?»« Je pense que notre histoire montre que le véritable amour est une question de choix, » a répondu Raphaël. « Tu choisis de te battre, tu choisis de pardonner, tu choisis de grandir. Tu choisis d'aimer même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Marine s'est retournée dans ses bras et a souri. « Alors je te choisis, tous les jours, pour toujours. Et je te choisis, » a fait écho Raphaël. Ils se sont allongés sur le lit, entrelacés comme toujours, et Marine a pensé à tout le chemin parcouru. Du mariage froid et contractuel, des guerres et des affrontements, du studio et des peintures, de la reddition et de l'amour, de Victoire, de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Cela n'avait pas été facile, cela avait été douloureux, difficile. Parfois cela semblait impossible.
Mais cela en avait valu la peine. Chaque larme, chaque dispute, chaque moment de vulnérabilité, parce que cela les avait menés là, à ce moment parfait de paix et d'amour complet. « Raphaël », a murmuré Marine dans l'obscurité. « Oui ? Tu ne diras plus jamais cette phrase, n'est-ce pas, celle de ne jamais me toucher ?» Raphaël a ri doucement et l'a serré encore plus fort. « Jamais. En fait, il a embrassé son cou. Je compte te toucher tous les jours pour le reste de notre vie. »« Bien, Marine a souri, parce que je ne l'aurais pas permis de toute façon. »« Je sais, » a dit Raphaël avec tendresse. « Tu es dangereusement résiliente, tu te souviens? C'est ce que ce rapport idiot disait de toi. » Et il avait raison. « Oui, » a acquiescé Raphaël, et je remercie chaque jour pour ça, pour que tu n'aies pas abandonné, pour que tu aies lutté, pour que tu aies gagné. « Nous avons gagné, » a corrigé Marine pour la dernière fois. « Ça a toujours été nous deux. » Et ils se sont endormis ainsi, ensemble, complets, deux survivants de leur propre guerre qui avaient trouvé la paix dans les bras l'un de l'autre. Dehors, le jardin était silencieux sous les étoiles. Les lumières brillaient encore faiblement, les fleurs parfumaient l'air. Et à l'intérieur du manoir, qui n'était plus froid, qui n'était plus vide, qui était enfin un véritable foyer, 3 cœurs battaient en synchronie. Marine, Raphaël et Victoire, une famille construite sur des choix courageux, sur un amour qui a vaincu la peur, sur le courage de croire que même les débuts les plus sombres peuvent mener aux fins les plus lumineuses. Et tandis que la ville de Paris dormait autour d'eux, tandis que les étoiles témoignaient de leur bonheur, leur histoire continuait, non pas parce qu'elle s'était terminée parfaitement, mais parce qu'elle venait juste de commencer, parce que la véritable fin heureuse ne consiste pas à n'avoir jamais de problème. Il s'agit de choisir de les affronter ensemble. Il s'agit d'aimer, non pas malgré les imperfections, mais à cause d'elles. Il s'agit de construire quelque chose de réel, de vrai, de durable. Et Marine et Raphaël avaient construit exactement cela. Un amour qui était né de la glace, mais s'était transformé en feu. Un amour qui avait été acheté, mais était devenu un choix. Un amour qui avait commencé comme une guerre, mais était devenu la paix. Leur amour unique, imparfait, réel et éternellement victorieux.